Bienvenue à tous. Mon nom est Geneviève Sauvé. Dans le fond, je suis la modératrice pour cette présentation-ci. Juste un petit rappel en commençant, nos commanditaires que vous voyez affichés à l'écran. Donc, un gros merci pour les commanditaires et ainsi qu'à vous tous pour votre présence. Petite règle pour la condition de succès en fait du déroulement de la rencontre. Donc, évidemment, bon, s'installer et réduire les sources de distraction. Si c'est possible, pour avoir déjà fait les conférences aussi, c'est plus intéressant pour ceux qui présentent de voir des visages, des réactions, etc. Donc, si c'est possible d'être à caméra ouverte, c'est toujours plus intéressant. Il y aura une période de questions à la toute fin, donc mais vous pourrez quand même écrire vos questions dans le chat. On commencera par ces questions-là à la fin, mais il n'est pas nécessaire là, de lever la main pour prendre la parole. Ça va être réservé pour la fin. Quand vous quitterez, une petite nouveauté cette année, quand vous allez quitter la session Zoom, il va y avoir un petit questionnaire rapide, 4 questions, qui va s'afficher automatiquement. On vous invite à y répondre. Et vous pouvez, sans lever la main pour prendre la parole, quand même réagir, faire des thumbs up en bon français, des cœurs, etc. Donc, pour interagir avec les présentateurs. Et sur le site du colloque, vous allez avoir les informations LinkedIn si vous jamais vous voulez continuer la discussion éventuellement ou faire des connexions avec les présentateurs. Leurs informations vont aussi être présentées à la fin de leur présentation. Donc, sur ce, je vais arrêter le partage et je vais remettre la parole à M. Claude Aymon. Bonne Merci. présentation. Merci beaucoup. On Bonjour. voit bien l'écran. À vous. Tout le monde C'est voit correct. bien l'écran. Vous m'entendez bien? Ça va? Oui, tout est beau. Pas évident, tout ça. Regardez, nous, on va parler en fin de compte de transformation et de performance en continu dans les organisations, vraiment dans un environnement un peu de fou, hein, de plus en plus, ce qu'ils appellent des environnements VICA, tu sais, volatiles, incertains, complexes et ambigus, et que tout le monde est affecté plus ou moins, dépendamment de leur marché ou de leur clientèle, est affecté plus ou moins par ces éléments-là. Mais on vit dans un monde en changement permanent. Et l'enjeu, en fin de compte, c'est de à la fois produire, à la fois être stable et à la fois, en fin de compte, être capable de changer en même temps. Donc, vous ne m'entendrez pas dire qu'il faut détruire les silos. J'ai déjà dit ça, mais c'est pas nécessaire, là. OK? Les silos, c'est très, très efficient, mais ça peut être très, très efficient pour faire la bonne chose. Ça fait que, donc, les silos, ça nous permet, en fin de compte, de spécialiser. Ça nous permet, en fin de compte, de stabiliser nos processus, les produits et les services qu'on est en train de fournir. Mais par contre, en fin de compte, si on ne fait pas attention aux changements dans notre environnement d'affaires, au bout de la ligne, ben, on va produire des choses qui ne sont pas utiles. Donc, on est très efficient pour faire la bonne chose. C'est de ça qu'on va parler maintenant. On va parler de l'environnement. VICA, c'est très, 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 très volatile, OK, de la Société de transport de Montréal. Hein, c'est pas parce que c'est un organisme public que ça brasse pas. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. OK, je m'en vais avec ça, excusez. Donc, on va parler de ces environnements-là très rapidement, si vous vous situez à ce niveau-là. Ce qu'on va essayer de faire, c'est vous présenter des éléments qui nous permettent, en fin de compte, de naviguer, d'avoir une gouvernance, d'avoir une gestion agile, OK? Agile, c'est pas d'aller vite, c'est d'aller vite au bon endroit. Pas pareil. C'est ce qu'ils appellent la vélocité. Là. Souvent, les gens confondent entre les deux. Ah, je vais être agile, je vais aller vite. Ouais, mais c'est bien le fun d'aller vite, mais tu peux aller vite dans un mur. Donc, on va essayer de vous expliquer c'est quoi ça veut dire aller vite, c'est quoi les conditions pour aller vite dans la bonne direction, dans un environnement qui est en changement permanent. Et à partir de là, on va utiliser l'exemple, par contre, de la Société de transport de Montréal, qui a été, en fin de compte, sous la direction de, de, de Luc et de son équipe pendant plusieurs années, depuis entre 2014 et 2022, Luc, hein, c'est ça, pour, en fin de compte, vous expliquer comment, en fin de compte, la Société de transport de Montréal a pu rencontrer les éléments qu'on va présenter au fur et à mesure. Donc, un petit peu de théorie, qu'est-ce qui s'est passé, un petit peu de théorie, qu'est-ce qui s'est passé, montrer en fin de compte que tous ces éléments-là ont été nécessaires à mettre en place pour être capable, en fin de compte, de s'adapter tout en restant, on fait du transport en commun, là, on veut continuer à en faire, mais on veut aussi s'adapter aux nouvelles demandes. C'est ça qu'on va regarder ensemble. À toi, Luc. Merci beaucoup, Claude. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être avec vous ce midi. Très rapidement, peut-être, Claude, de commencer un petit peu l'introduction, peut-être me présenter très rapidement. Je suis l'ancien PDG de la Société de transport de Montréal. J'ai eu l'honneur de la diriger de 2014 à 2022, mais j'ai passé pratiquement l'ensemble de ma carrière. J'ai été là 28 ans.
J'ai quitté après 2 mandats en 2022. Et puis maintenant, j'ai ma propre firme de consultation que j'ai acquis en fiscalité, finance et planification stratégique. Je travaille aussi avec la firme Deloitte et je suis administrateur de société. Donc, je suis très, très heureux d'être avec vous ce midi. Claude l'a dit, on va se servir de l'exemple de la STM pour illustrer notre propos, mais en toute humilité, Claude est le grand chef d'orchestre dans tout ça. C'est lui qui a mis toute la démarche, si on veut, en forme. Nous, à l'STM, évidemment, on a fait plusieurs exemples de ce que Claude a mis en forme, mais en toute transparence et humilité, souvent, on était plus chanceux qu'intelligent. C'est-à-dire que dans le feu de l'action, on est beaucoup en mode intuitif. On a fait beaucoup de choses par intuition. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez le voir, là, on n'était pas meilleur que les autres nécessairement, mais ça a tombé qu'on a fait des choix qui se sont fait en sorte que on était arrimé avec ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, ce que vous avez devant vous en ce moment, la diapo, à mon sens, c'est probablement la diapo la plus importante de la présentation parce qu'elle la résume dans le fond, la présentation. Vous allez voir que pour faire face à un environnement VICA, comme Claude vient de vous l'expliquer, il y a des exigences à respecter. Il y a 5 mots-clés, en fait, qu'il faut retenir. On va vous parler de culture organisationnelle, on va vous parler de stratégie organisationnelle, d'alignement, d'engagement et de leadership. Je ne passerai pas à travers tout ce qui est écrit dans la page parce qu'on va y revenir. Dans le fond, notre présentation, c'est de vous présenter ces 5 clés-là pour être en mesure de faire face à un environnement continuellement changeant, qui est l'environnement qu'on a défini comme étant VICA. Et comme je le disais tout à l'heure, on va se servir de l'exemple de l'ASTM pour le faire. Alors voilà, on va commencer avec ça, pardon, tranquillement, pas vite. Alors, on peut aller à la prochaine. Claude, tranquillement. Bon, Voilà. ça fait que je vais vous parler un petit peu du VICA, puis une fois que je vais avoir fini de parler de ça, ben là, on va pouvoir aller de l'avant avec en quoi la STM vit dans un environnement hostile, hein? C'est d'une certaine façon hostile, mais stimulant. Et aussi, on commence tout le temps par le pourquoi, parce que pourquoi on doit être agile, c'est à cause de notre environnement. C'est notre environnement. L'environnement dicte nos comportements, l'environnement ou le contexte dicte tout. Fait qu'au bout de la ligne, si on ne comprend pas comment ça se passe, c'est dans les dans nos clientèles pour les produits et les services qu'on essaie en fin de compte de fournir ou de développer, mais tout simplement, on va passer à côté. Et en plus, l'environnement, lui, ce qu'il fait, c'est que la cible, en plus, est mouvante. C'est un peu différent de ce qui se passait avant les premières clés du pétrole. C'est- Mais c'est là, vers la fin des années 70, là, ça a commencé à chevrer toutes ces choses-là. Mais c'est depuis la fin des années 70, début des années 80, on vit dans du changement permanent, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quelque part, ben, il faut qu'on s'ajuste. Je vais vous parler des environnements VICA. Puis très rapidement, à peu près, Luc va vous dire en quoi, en fin de compte, la STM a évolué dans ce type d'environnement-là. Pour aussi vous présenter la STM. Donc, en fin de compte, il y a deux choses. Ça, il faut comprendre, parce que l'agilité, on parle d'agilité aujourd'hui, mais l'agilité, hein, c'est une vraie maladie. Il y a des prêtres, en fin de compte, il y a une religion agile là, avec des gens qui sont pas trop flexibles, hein, et en fin de compte, qui t'imposent certaines choses, les dictats de l'agilité. Mais dans une organisation, là, c'est bien beau pouvoir changer, mais il faut aussi que tu puisses opérer, hein. Donc, dans les opérations, qu'est-ce qu'il y a dans une organisation? Et elle vit d'abord pour produire des produits et des services, en fin de compte, pour ses clientèles. Et quelque part, elle doit le faire dans la stabilité, hein. Donc, la stabilité doit être là. Ben, je ne peux pas produire, je peux pas avoir des résultats si ça change tout le temps. Donc, quelque part, j'ai besoin de ma stabilité. Par contre, dans un environnement qui est en changement permanent autour de moi, mais cette stabilité-là, est remise en question. Donc, mes éléments, en fin de compte, pour rester stable, pour produire mes produits et mes services, pour les offrir, ces environnements-là, c'est les enjeux changent, hein, les besoins changent. Puis à partir de là, puis nos ressources changent, puis nos capacités changent. À partir de là, ben, il va falloir qu'on s'ajuste. Sans ça, on ne sera pas capable, en fin de compte, d'atteindre un nouveau niveau de stabilité. Ça prend les deux. Et McKinsey, si vous allez voir McKinsey, en fin de compte, sa vision de l'agilité, puis du VICA, de ces choses-là, c'est la façon qu'il présente ça. Lui, il parle beaucoup, en fin de compte, de deux choses, comme nous, puis c'est tout simplement, on ne peut pas être agile dans le chaos. On est agile parce qu'on est stable, on est capable de comprendre ce qui se passe, on est capable de s'ajuster. C'est un peu l'idée. Fait que nous, en fin de compte, dans un environnement VICA, il va falloir qu'on ait une gouvernance qui nous permette de se promener de tous les bords. Cette gouvernance-là, elle a besoin de trois choses. Elle a besoin d'un alignement au niveau du savoir-faire. Donc, on s'en va, on fait, puis on sait exactement où on s'en va, puis on va s'aligner. Elle a besoin, en fin de compte, des gens engagés vers cet alignement-là.
Et si on a, en fin de compte, l'alignement, puis on a l'engagement, puis on a une culture là, qui nourrit tout ça, on va être capable d'agir ensemble. Et donc, la gouvernance, c'est agir ensemble. C'est agir ensemble. Tu sais, puis, il y a quelqu'un qui pilote, puis tout le monde tourne en même temps quand c'est le temps de tourner. Et agir ensemble, ça veut dire changer ensemble. On va vous parler de l'STM maintenant. OK. Bon, non, trop vite. Donc, Vika, juste pour vous expliquer ces choses-là, je ne lirai pas ça, vous le lirez. Qu'est-ce que ça veut dire un environnement volatile? Tout change. Hein? C'est quand on descend des eaux blanches, et même si c'est une rivière qu'on a déjà descendue avant, elle n'est jamais pareil. Hein? Le débit n'est pas le même. Puis en plus, si j'ai jamais descendu cette rivière-là, je ne sais même pas en fin de compte s'il y a des chutes ou quoi. Là. Donc, au bout de la ligne, c'est mon environnement va dicter comment que je vais procéder. Aussi, on voit là-dedans que pour descendre une rivière, ce n'est pas chacun son petit morceau. Puis c'est décrit comment ça va se passer. Parce que, regarde, ah, ben là, c'est pas à moi, ça appartient à Luc, ça, c'est Luc qui est en avant, là, avec sa rame, puis c'est son morceau de radeau à lui, là, c'est ses affaires. Mais si Luc, en fin de compte, il n'est pas capable de bouger le radeau parce que c'est un gros courant, puis moi, si je m'en rends compte, je dis, ah, ben, c'est pas grave, c'est ses affaires à lui. Mais quand Luc va couler, tout le monde va couler. Donc, un environnement qui est en changement permanent, nécessite, en fin de compte, beaucoup d'interdépendance, nécessite du vrai travail d'équipe. Donc, beaucoup de volatilité qui demande, en fin de compte, qu'on change nos comportements, qu'on change nos façons de faire, qu'on change, en fin de compte, comment on va gérer ensemble, qu'on change de direction. À partir de là, il y a beaucoup d'incertitudes. Hein. Puis l'incertitude, qu'est-ce que ça fait? C'est que les relations cause à effet, donc les meilleures pratiques, hein, moi, je vous défie de lire un livre que quelqu'un a écrit. Il n'a jamais mis les pieds chez vous. Puis là, il vous parle des meilleures pratiques. Vous dites, vous êtes mieux d'adapter ça parce qu'il n'a jamais mis les pieds chez vous. Il ne connaît pas votre environnement. Il ne connaît pas qui vous êtes. Hein. Donc, dans un monde en changement permanent, les meilleures pratiques, il faut que tu les découvres au fur et à mesure que tu avances, puis ça doit être les tiennes, pas celles-là que quelqu'un ait écrit un livre là-dessus. Là. C'est pas du copier-coller. C'est pas du copier-coller. Beaucoup d'incertitudes. Et en plus, cette incertitude-là, c'est donc la relation cause à effet, je vais les découvrir a posteriori. Et en plus, il y a beaucoup de complexité, donc il y a beaucoup de choses qui changent en même temps. Fait que je suis même pas sûr, en fin de compte, qu'est-ce qui fait que les choses changent. Et il y a la question d'ambiguïté, parce qu'il se passe beaucoup de choses, on a de la misère à voir. Puis là, j'ai une image, en fin de compte, avec un zèbre à deux têtes. Là. Puis le zèbre à deux têtes, il y a quelqu'un qui me dit, ben, le fameux big data. On dit aujourd'hui, OK, on va regarder tout ça, la transformation digitale. Moi, ce que j'ai à vous dire, ma phrase assassine pour moi, transformation digitale n'est pas l'objectif d'une organisation. L'objectif d'une organisation, c'est de se transformer elle, transformer les humains. La transformation digitale dans un environnement qui demande beaucoup d'informations, qui est tout le temps en flux constant, c'est sûr que la transformation digitale est quelque chose de nécessaire. C'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Hein. Donc, moi, j'ai le big data sur les zèbres, puis là, ça rentre comme ça, beaucoup d'informations. Je vois un zèbre à deux têtes, ah, c'est intéressant. Jusqu'à temps que quelqu'un me dise, c'est l'intelligence collective, ben, moi, j'ai déjà vu des zèbres, j'ai de la misère à croire qu'ils ont deux têtes. Puis on remarque qu'il est pire qu'on pense, il y a huit pattes. Jusqu'à temps que quelqu'un dise, regarde, il n'y a pas un zèbre à deux têtes avec huit pattes, il y a deux zèbres. Hein. Donc, quelque part, c'est pour ça qu'on parle de l'intelligence collective devient de plus en plus importante, parce qu'il y a des gens qui voient des choses que tu ne vois pas au niveau local. Hein. Puis au bout de la ligne, ils vont être capables de donner de l'information parce que c'est pas vrai que tu es assis dans ton bureau avec ton big data, avec tes bases de données, puis tu vas savoir ce qui se passe. Quelque part, il va falloir que quelqu'un interprète tout ça. Et donc, on est pris là-dedans. Fait que pour pouvoir réussir en continu, dans un environnement qui est en changement permanent, il faut s'adapter sans cesse. Voici les conditions. Il faut voir et comprendre le même pourquoi. Hein, ce qu'on appelle la fameuse raison d'être, hein, ou l'objectif transcendant, ou ces choses-là. Pourquoi qu'on est là? Donc, il faut qu'on comprenne la direction où on doit aller, pourquoi on doit aller là. Une fois qu'on a compris ça ensemble, bien, il faut s'entendre et être aligné sur le même point. Comment on va? Et qu'est-ce qu'on va faire et comment on va faire ça? Ensemble. Et il faut être non seulement aligné, il faut être engagé. What's in it for me? En réalité, c'est ça la réalité. Face à un changement permanent, face à quoi que ce soit. Et un être humain, il a bien beau être collaboratif, là, mais au bout de la ligne, là, il pense un peu à ses billes. Hein? Il pense un peu à ses billes. Donc, quelque part, comment qu'on va pouvoir engager collectivement tous les gens, aller dans une direction selon des intérêts très différents, en autant qu'ils soient convergents. Et si on a ces conditions-là, on sait pourquoi, on est aligné sur le quoi, puis on veut le faire ensemble, là, on va réussir. Fait que là, je passe la parole à mon ami Luc maintenant. Merci, Claude. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, on va se servir de la STM pour imaginer un peu le contenu de notre présentation, mais avant de l'utiliser, on a pensé peut-être que ce serait une bonne chose de vous la présenter parce que peut-être c'est pas tout le monde ici ce midi là, qui la connaît. Alors, la STM, c'est quoi? Ben, c'est 160 ans d'histoire, donc c'est quand même un bagage assez touffu
depuis longtemps qu'elle exerce à Montréal. C'est la troisième société de transport en Amérique du Nord en termes d'achalandage, c'est-à-dire qu'elle se situe derrière Toronto et New York. Donc, c'est quand même toute une histoire de transport collectif à Montréal. Évidemment, la ressource la plus importante, c'est son personnel. Donc, vous voyez en haut à droite, 11 000 employés, 90% de ces employés-là sont syndiqués avec 6 conventions collectives et près de 40% de son effectif, ce sont des gens qui sont issus de la diversité. Pourquoi? Parce qu'on s'était donné, le comité de direction, comme orientation de Montréal ayant une population très diversifiée, bien, c'était la moindre des choses que les gens qui la desservent au quotidien ils soient capables de se reconnaître. Donc, on voulait que la force de frappe soit la même chose. Évidemment, vous allez voir, il y a beaucoup de chiffres dans cette diapo-là. Je ne passerai pas à travers tout ça, d'autant plus que ce sont des chiffres qui datent de l'année de mon départ en 2022, mais c'était juste pour vous donner un petit peu une idée. Donc, une entreprise de 11 000 employés avec, je dirais, 11 000 artisans, des gens qui ont beaucoup à cœur le développement durable, avec deux grands secteurs d'activité, les deux ronds que vous voyez, les deux cercles bleus et verts. Le premier à droite, exploitation des réseaux, donc 1,5 milliard de budget. Trois réseaux principaux de transport à la STM, le transport adapté, le métro et les bus. Et là, il y a toutes sortes de chiffres, là, vous les voyez, je ne passerai pas à travers ça, mais donc, il y a un volet opérationnel très, très fort. Au quotidien, c'est ce qui fait, dans le fond, bouger une grande partie de l'activité à Montréal. Et comme je le disais tout à l'heure, ça prend 1,5 milliard de dollars annuellement pour être capable d'opérer ces trois réseaux-là. Et une nouvelle facette que j'ai mis en place avec l'équipe de direction à mon arrivée en 2014, tout le volet maintien des actifs et le développement. Pourquoi? Ben, c'est pas tellement compliqué, tout simplement parce que la STM, comme on vient de le voir, a une riche histoire. Malheureusement, au fil de cette riche histoire-là, ces infrastructures ont été laissées pour compte. Elles ont manqué beaucoup, beaucoup d'amour, ce qui fait qu'aujourd'hui, le métro a presque 60 ans, les bus sont vieux, les centres de transport aussi, donc il y a beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle de déficit de maintien d'actifs. C'est-à-dire qu'au moment où j'étais là, quand je suis arrivé, c'est-à-dire en 2014, on avait un déficit de maintien d'actifs là, de plus de 4 milliards de dollars. Quand j'ai quitté, il était à 3,8 milliards de dollars. Donc, beaucoup de retard à rattraper pour mettre ces infrastructures-là à niveau, pour les rénover. Donc, on avait 122 chantiers qui étaient en cours, là, autant dans toutes nos installations. Et on dépensait annuellement 1,5 milliard de dollars aussi en rénovation de ces infrastructures-là. 8 ans avant, quand je suis arrivé, bon, c'était 200 millions de dollars par année. Donc, il y a eu vraiment tout un nouveau volet d'activités qui se sont ajoutés. Et quand on parlait d'ajustement ou d'environnement VICA, ben, ça en est un bel exemple. On a dû devenir, en quelques années, non seulement un exploitant de trois réseaux de transport, mais aussi un réalisateur de projets pour maintenir à jour et rénover nos infrastructures. Alors, voilà, c'est à peu près ça en une slide, là, si on veut, là, qu'est-ce que c'est la société de transport? Et je vais me servir de certains éléments que je viens de vous présenter dans les diapos un petit peu plus tard. On peut aller à la prochaine où là, ben, vous allez voir qu'on n'a rien inventé. À la prochaine diapo, je vous ai mis dans le fond, comme toute grande entreprise ou toute entreprise qui se respecte, on avait un plan stratégique avec des valeurs, une mission puis une vision. Deux petits commentaires très rapides, toujours dans le but de comprendre un peu c'est quoi la STM et ça va nous servir pour les prochaines diapos. Les valeurs. Les valeurs, on va en parler tout à l'heure quand on va parler d'engagement et d'alignement. Important de se les rappeler parce que je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, il y avait vraiment des valeurs qui étaient là, mais je vais essayer de vous démontrer que pour être en mesure de s'ajuster à un environnement VICA, ça prend plus que des valeurs écrites sur un beau papier glacé là, quand on fait un plan stratégique. Il faut être en mesure de les vivre et de les connaître au quotidien. Donc, peut-être garder ça à l'esprit un petit peu pour tout à l'heure. Puis la vision aussi. La vision, quand je vais vous parler en quelques instants de notre changement, ce qu'on a dû faire, c'est qu'on est passé d'une entreprise qui faisait du transport collectif à une entreprise qui voulait faire de la mobilité. Et on visait l'excellence en mobilité. Ça semble être une question de sémantique, c'est pas du tout le cas, et je vais y revenir dans quelques instants. Donc, je vais juste vous mettre un peu la table pour les prochaines diapos qui s'en viennent. À la prochaine, on voit aussi, on a parlé de complexité. Claude en a parlé beaucoup. C'est un des critères de l'environnement VICA. Mais pourquoi on peut catégoriser la STM en étant une gouvernance complexe? Bien, j'ai tenté de la représenter à ce que vous voyez à l'écran. La première raison, c'est parce qu'il y a plusieurs actionnaires.
Vous allez me dire, ben, ça fonctionne pas. Une société publique, un organisme public qui a des actionnaires, ben, c'est un peu le même principe parce que la STM n'était pas autofinancée. Elle recevait de l'argent de beaucoup, beaucoup de paliers gouvernementaux. Alors, en orange, vous avez les trois principaux actionnaires de la STM, les trois principaux bailleurs de fonds, qui sont le gouvernement du Québec, à gauche, la Ville de Montréal et depuis 2017, un joueur qui a pris racine dans notre gouvernance, l'Autorité régionale de transport métropolitain. Donc, ce sont les trois organismes qui ont la responsabilité de financer la société de transport. Puis on en a un quatrième, qui est la Communauté métropolitaine de Montréal. Donc, tout ça, tous ces actionnaires-là gravitent alentour de la STM et son conseil d'administration et son comité de direction doivent lui rendre des comptes. Alors, pourquoi tout ça fait en sorte que ça devient complexe? Bien, pour deux raisons. La première, c'est que les trois actionnaires, même le quatrième, je vous dirais, ce sont des élus municipaux. Et par définition, un élu, c'est pas quelqu'un qui est nommé. Donc, ces gens-là veulent se faire réélire et ils ont un horizon de temps très, très court, 4 ans. Alors, ça vient, si on veut, mettre la table sur qu'est-ce qu'on doit faire, la pression qu'on reçoit pour livrer certaines choses qui, parfois, demandent beaucoup plus qu'un terme électoral. Alors, ça, c'est un facteur très important qui vient amener beaucoup de complexité. Et le deuxième, c'est que, bon, je l'ai dit, 4 actionnaires, imaginez-vous, ces gens-là ont tous leur agenda politique, ce qui est tout à fait normal parce que ce sont tous des partis provinciales, municipales, sur la scène un peu plus locale. Donc, tout le monde a son agenda politique, tout le monde a ses priorités et malheureusement, ce n'est pas bien intégré, ce n'est pas bien arrimé. Alors, la STM se retrouve à travers tous ces agendas politiques-là, ces orientations-là qui sont souvent contradictoires et elle essaie de faire en sorte de livrer un plan stratégique. Alors, c'est loin d'être simple, ce qui fait que d'office, à la base, de façon intrinsèque, on peut parler de gouvernance complexe, ce qui fait que c'est un des premiers critères qu'on a mentionné tout à l'heure dans notre appellation VICA. Alors, la STM, je pense, c'est un exemple concret de tout ça. Maintenant, comment cette nature de son environnement-là, qui est en changement permanent, qu'est-ce qu'on faisait? C'est quoi les défis que ça amène en tant que tel? Alors, je vous ai donné, pendant mes 2 mandats où j'étais à la tête de la STM pendant 8 ans, quels sont les gros changements auxquels on a dû s'adapter, qui sont venus, qui ont été issus, si on veut, de notre environnement. Le premier, et si vous suivez un petit peu l'actualité depuis quelques mois dans les médias, on parle beaucoup, beaucoup de la situation financière du transport collectif et on associe ça beaucoup à la pandémie. C'est vrai, la pandémie a été très, très difficile. Pendant la pandémie, là, juste à la STM, on a perdu 90 de notre achalandage. Donc, c'était terrible. Mais malheureusement, l'histoire n'est pas complète parce que ça fait 30 ans que la situation financière ne va pas bien dans le transport collectif à Montréal. Ce qui fait que moi, avant d'être directeur général, j'en ai été son trésorier pendant 15 ans. Et je peux vous dire que pendant pratiquement toute ma carrière à la STM, l'entreprise, le comité de direction, son conseil d'administration était continuellement en train de trouver des solutions, de chercher des solutions pour équilibrer son budget à tous les ans. On n'avait aucune visibilité long terme. Donc, on est en perpétuelle remise en question et c'est extrêmement difficile de garder le focus dans une entreprise comme ça. Donc, le modèle financier, il est désuet et c'est en continu. Donc, quand on parlait tout à l'heure qu'on voyait le canot dans l'eau dans le transport collectif à Montréal, c'est comme ça depuis 30 ans. C'est en continu. On se bat pour la survie à tous les ans. On en parle un peu plus dernièrement à cause de la pandémie, mais c'est comme ça depuis très, très longtemps. Donc, une entreprise doit constamment se remettre en question et se réinventer pour être en mesure de subsister. Alors, ça peut devenir assez lourd au fil du temps. Il y a quelques instants, je vous ai parlé qu'on avait un nouvel actionnaire en 2017, qui était la RTM, qui est arrivé avec des gros, gros changements. En 2017, la RTM a enlevé tout le volet planification à toutes les sociétés de transport dans la région de Montréal. Il y en a 5. Et les sociétés, dont la STM, on est devenu tout simplement des opérateurs. Donc, un gros, gros changement de gouvernance, mais qui vient toucher de façon frontale à notre mission et à ce qu'on faisait au quotidien pour la planification, entre autres, des projets, pour la planification des réseaux et tout ça. Donc, un choc frontal, comme je disais tout à l'heure, auquel on a dû s'adapter. Et je vous dirais que c'est pas encore terminé. 7 ans plus tard, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire de ce côté-là. En 2018 est arrivée notre nouvelle vision que j'ai expliquée tout à l'heure très rapidement quand je vous ai parlé du plan stratégique.
Je vous ai parlé de mobilité, expert en mobilité, excellence en mobilité par rapport à excellence en transport collectif. C'est qu'à venir jusqu'à cette année-là, tous les modes alternatifs au bus et au métro, c'est-à-dire le vélo-partage, l'autopartage, Uber, le taxi, tout ça était perçu comme des concurrents. On s'est dit, notre objectif, ça ne sera plus de se battre et d'aller chercher des parts de marché contre ces modes alternatifs-là. Ça va être de faire en sorte d'aller extraire ou d'éviter que, qu'il y ait des autos solos. C'est-à-dire que les gens se promènent dans des autos solos seuls sur la route. On va travailler beaucoup plus sur quelque chose de plus haut niveau. On va viser la mobilité durable. Et c'est pas grave s'il y a quelqu'un qui part le matin, qui fait un petit bout à pied, qui s'en va prendre l'autobus, qui embarque dans le métro, puis qui finit en Bixi. Euh, L'important, c'est qu'il n'ait pas pris sa voiture solo pour se rendre au travail. Donc, un gros changement de paradigme, un gros changement de culture où on s'est mis à embrasser, au virtuel, nos concurrents. Donc, ça, quand on parle d'ajustement, de s'ajuster à notre environnement, on s'est dit, c'est pas grave. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la personne quitte l'auto solo. Alors, des gros changements d'orientation qui nous ont demandé des ajustements importants. Pénurie de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre et télétravail, bon, on en parle depuis au moins 5 ans. À l'ASTM, surtout la pénurie de main-d'œuvre, que je parlerai tranquillement, ça fait 10 ans qu'on est aux prises avec ça, donc bien avant qu'on se mette à en parler. Pourquoi? Mais ça fait 10 ans à Montréal qu'il y a des chantiers. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de venir à Montréal dernièrement. Conduire un autobus, c'est l'enfer. C'est vraiment difficile. Donc, qui dit conduite difficile, dit aller chercher des chauffeurs encore plus difficile. C'est des horaires atypiques. À la STM, avant d'avoir un emploi où on va pouvoir avoir ses fins de semaine, ça prend une quinzaine d'années. Puis en plus, quand on travaille, puis on est pris dans les chantiers, c'est pas évident. Donc, c'est un élément qu'on a dû s'adapter depuis très longtemps et beaucoup plus que avant que ça devienne populaire là, dans les différentes publications qui parlent de ressources humaines. Cybersécurité, une réalité avec laquelle de plus en plus on doit composer. Nous, à l'ASTM, on a dû le vivre en pleine pandémie. On a eu une cyberattaque en octobre 2020. Alors, je peux vous dire que ça perturbe beaucoup le mode de fonctionnement. Donc, quand on parle encore une fois d'environnement VICA, quand ça nous arrive en pleine pandémie, puis on se fait lancer ça, là, ça aussi, c'est un choc frontal, donc adaptatif. Pourquoi on est ciblé? Ben, parce que de plus en plus, c'est un élément qui touche toutes les entreprises, mais surtout, service public, ça peut faire très mal à Montréal. Quand le transport collectif arrête, ça a des impacts importants. Alors, on a dû s'ajuster et développer tout ça là, en bout de ligne. Et puis finalement, le dernier né de changement révolutionnaire, c'est l'électrification des transports. Une très bonne idée, mais qui vient complètement changer la donne dans notre mode de fonctionnement parce que les gens pensent qu'on va changer des autobus au diesel pour des bus électriques. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup d'investissement. C'est 2 milliards de dollars juste pour remplacer le parc de 2000 bus. Mais ce que souvent les élus n'ont pas pensé, puis qu'on a sous-estimé en termes d'ampleur de changement, c'est que ça prend des infrastructures pour pouvoir les gérer, ces bus-là. Donc, on a des centres d'exploitation en bon québécois, des garages qu'on a, on en a 9. Et puis, ben, ces garages-là ont pas c'est des garages qui ont été construits au début du siècle ou dans les années 50. Alors, il n'y a pas la place nécessaire pour recevoir les chargeurs, pour pouvoir recharger les bus. Alors, 2 milliards d'investissements pour changer les bus, mais 2 milliards d'investissements aussi pour agrandir les 9 centres de transport, les 9 garages, ce qui est quand même pas rien. Donc, 4 milliards de coûts avec des façons de faire complètement différentes, revoir toute la formation. On avait 2000 mécaniciens à la STM qui sont habitués de réparer des bus au diesel. Demain matin, on leur demande de réparer des bus électriques complètement différents. Donc, des gros changements qui vont perdurer encore pour plusieurs années. Alors voilà là quelques exemples sur mon parcours en 8 ans, à quel point la STM, comme toutes les entreprises, a eu à s'adapter à toutes sortes de choses et c'est pas fini. C'est le lot justement d'un environnement VICA. Et là, on va passer maintenant aux éléments de solution, comme c'est les 5 éléments qu'on a à vous proposer pour pouvoir vivre dans des environnements comme ça et continuer. Dans le fond, l'idée, c'est continuer à se transformer et continuer à performer de façon continue. Pas pour être en survie, mais pour être capable, en fin de compte, de surfer, hein, être capable de progresser, puis de réussir, puis de faire mieux. Puis dans des endroits compétitifs, c'est de faire mieux, en fin de compte, que les compétiteurs.
Donc, mon avantage est lié au fait que ces 5 éléments-là sont en place. Il y a peut-être d'autres, là, mais 5, c'est déjà pas mal. OK? Fait que les éléments d'une culture organisationnelle qui est adaptée au changement permanent, hein. D'abord, pour pouvoir évoluer dans un environnement comme ça, là, il faut absolument que la culture soit axée sur la collaboration, sur l'innovation continue puis l'agilité. Et les projets viennent de plus en plus importants dans tout ça parce que qu'est-ce qui amène la- 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 l'innovation des organisations? C'est les nouveaux projets, les nouvelles façons de faire, hein, les nouveaux produits. Et quelque part, c'est pour pouvoir réussir, il faut le faire ensemble. Donc, il faut collaborer. Puis, il faut aller au bon endroit. Et l'endroit change. C'est là qui va montrer, c'est le temps qui était là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de grands changements. Puis, il a fallu qu'il s'adapte. Fait que ce qu'on appelle, moi, agile, le mot agile, tout le monde utilise ça à toutes les sauces, là. Ça fait que donc, j'ai changé un petit peu de mot. On parle, en fin de compte, de ce qu'on appelle l'agilité organisationnelle. C'est une organisation qui est transforme agile. Donc, une organisation qui est agile organisationnellement, c'est une organisation qui peut se changer sur un dissous. C'est ça que ça veut dire. Au fur et à mesure qu'elle avance, elle est en changement continuel et elle maintient sa stabilité et elle ajuste sa stabilité au fur et à mesure. Fait que donc, c'est ce qui fait qu'on va être capable de réussir dans un monde en changement permanent, c'est notre habilité à collectivement se transformer, innover, s'adapter rapidement et en continu. Pour répondre à mon environnement d'affaires, il y a des choses que je ne contrôle pas. Ça m'est imposé. Il faut que je réponde, puis il faut que je reste en harmonie avec tout ça, hein. Et en plus, ben, on parlait d'environnement socio-économique, on parle de RSE en France, ici de ESG, c'est Environmental and Social Governance. Ça, ben, au bout de la ligne, regarde, euh, Luc va en parler tantôt, là, c'est quelque part, là, tu ne peux pas réussir dans un environnement, en fin de compte, dans un écosystème, si tu fous la merde dedans. On fait partie de l'écosystème, on fait partie de la diversité, nous aussi, là. Fait que si la diversité est en danger, nous aussi, on est en danger. Donc, quelque part, l'élément, c'est socio-économique, pas juste l'élément économique, devient très, 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 très important. Donc, être agile, la culture qu'on recherche, c'est des gens qui sont capables, en tout temps, d'agir ensemble et de changer ensemble. OK? Il y a 4 éléments qui nous permettent de faire ça. Donc, ça ferait une organisation qui est centrée sur l'humain, hein. On nous parle tout le temps de la nouvelle normalité aujourd'hui, mais on veut ramener, c'est command and control. Donc, ça prend une organisation où je fais confiance aux autres, mais ça prend une organisation qui est centrée sur les humains. Pour être centré sur les humains, il faut montrer un petit peu d'empathie, s'il vous plaît. OK? Parce que sans empathie, sans intelligence émotionnelle, il n'y en aura pas de résultat avec l'intelligence collective, et avec tout autre type d'intelligence, on n'avancera pas. Donc, les humains et leur interaction avec l'environnement écologique en premier. Parce qu'on ne peut pas juste penser aux humains puis être le centre du monde. On est à l'intérieur, c'est à l'intérieur d'un écosystème. Fait que, il faut être orienté vers qu'est-ce que c'est être un être humain, responsable, raisonnable, puis aussi y aller en mode de développement durable. Si on veut durer, il faut développer de façon durable. De façon durable. Le changement, pas obligé d'aimer ça, mais quelque part, on est dans un monde en changement permanent. Ça fait que t'aimes ou que t'aimes pas ça, embrasse-le, puis comprends qu'il va falloir que tu changes en cours de route. Que t'aimes ou t'aimes pas ça, hein? Donc, quelque part, il faut l'embrasser, il faut accepter. Les modèles de changement, ceux d'entre vous qui ont pris des formations Prosci ou des choses-là, Prosci ou Adcar, là, ils parlent du deuil. Ah, on tombe en deuil parce qu'il y a un changement. Ben, regarde, dans un environnement en changement permanent, là, laisse faire le deuil, là. On n'a plus le temps d'être en deuil, là, hein? Il faut plus voir le changement comme quelque chose de négatif. Il faut voir le changement comme quelque chose de normal. Quelque part, là, s'il vous plaît, on, on va faire d'autres choses qu'être en deuil, là. Ben, il faut agir. Mon opinion personnelle. Donc, comment qu'on va agir ensemble? Il y a quelque chose d'important. C'est bien beau avoir un objectif ou voir où on devrait aller ou un sentiment d'urgence. Quelque part, si on n'a pas une confiance mutuelle, si on ne collabore pas ensemble, ça ne réussira pas. Donc, pour qu'une organisation ait un changement, une transformation importante, puis puisse être en mouvement permanent de changement et d'adaptation, quelque part, ça se fait par la collaboration avec tout le monde. Puis pour ça, ça prend la confiance mutuelle. S'il n'y a pas de confiance mutuelle, de toute façon, quand il n'y a pas de confiance mutuelle, on se ramasse tout simplement avec du sabotage, hein. Et les gens, c'est oui, il y a urgence de changer, mais moi, mon urgence de changer, c'est de changer d'emploi. Et très rapidement, vous avez probablement entendu ça souvent, et les gens ne quittent pas un emploi, les gens quittent un patron, hein. Ça fait que quelque part, si tu n'as pas confiance de ton patron, hein, tu vas aller voir ailleurs. Et dans un monde où on a des déficits de main-d'œuvre, comme ici au Québec, en Occident, hein, déficit de main-d'œuvre, il y a de la place. Il y a beaucoup d'endroits, en fin de compte, où tu vas trouver ta place. Donc, c'est un marché d'employés, c'est plus un marché de patron aujourd'hui, là, pour l'instant. Et pourquoi, en fin de compte, on agirait? Et c'est pas juste les billes des actionnaires. On parle plus des actionnaires, en fin de compte, dans le monde en transformation permanente. On parle des parties prenantes. Et ça s'appelle shareholder, non, non, stakeholders.
Donc, les stakeholders, et on est là pour faire quoi? On est là pour servir tout le monde. L'ensemble des parties prenantes, en fin de compte, doit bénéficier, que ce soit mes employés, mes fournisseurs, mes clients, moi-même, les patrons, les actionnaire. Tout le monde, en fin de compte, doit y trouver son compte. Donc, on parle d'innovation, mais d'innovation bienveillante. C'est pas le zéro-sum game. Je gagne parce que tu perds. Il faut qu'on trouve un moyen pour que tout le monde puisse gagner. Okay? Fait que ça, c'est les conditions d'une organisation qui est vraiment transformationnelle. C'est la culture derrière tout ça. Et juste pour donc paraphraser, je le copie en fin de compte, Peter Drucker, il a dit la culture mange la stratégie pour son petit déjeuner. Ça fait que tu as bien beau avoir de la stratégie que tu veux, là, si tu n'as pas la culture collaborative, innovante et agile euh, pour pouvoir appuyer tout ça, hein, ton plan stratégique n'ira pas nulle part. De toute façon, on parle encore aujourd'hui d'un plan stratégique sur 10, en fin de compte, qui voit le jour, hein, au niveau de l'action. Fait que cette culture-là est un peu différente, elle n'a pas tout à fait les mêmes éléments, mais quelque part, ça prend l'humanisme, ça prend le développement durable, ça prend l'agilité, ça prend la collaboration, puis on est là pour des bénéfices pour tout le monde. Peu importe le mix, hein, en développement de haute technologie, c'est pas la même chose qu'une société d'État ou la CNESST. Mais ces éléments-là sont là dans un mélange nécessaire. C'est nécessaire. Mais il faut trouver votre recette dans tout ça. Alors maintenant, si on prend ces 4 attributs-là, puis on essaie de voir est-ce qu'ils étaient présents à la STM, encore une fois, c'est en toute humilité là, que je vous donne ça, parce qu'évidemment, je le disais en entrée de jeu, on s'est penché là-dessus, mais souvent de façon intuitive, mais il y avait quand même certains facteurs qui étaient pris en compte à la STM. Alors, je vous les donne là, très, très humblement. Alors, le premier, Claude nous a dit, centré sur l'humain et développement durable, ben, à la STM, on avait une chance, notre mission. Notre mission, c'est de faire du transport collectif, de la mobilité durable, comme je le disais. Donc, c'est quand même noble, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui, à quelque part, à son échelle à elle, contribue à aider à sauver la planète. Alors, en partant, on est dans l'humain, on est dans le développement durable de par notre mission. C'est quand même, quand je vous disais qu'on était des fois plus chanceux qu'intelligents, on en a un bel exemple ici. On avait un plan stratégique, je n'en ai parlé tout à l'heure, qui était assez ambitieux, qui était sur 10 ans et qui se déployait en 2 sous-plans aussi, qui touchent justement 2 facteurs de l'attribut numéro 1, l'humain et le développement durable. L'humain, l'accessibilité universelle. Tantôt, quand je vous ai présenté les activités de la STM, je vous ai parlé de transport adapté. Ça, pour nous, c'était très important parce que ce sont les gens qui sont à mobilité réduite. Grâce au travail des employés de la STM, ces gens-là peuvent aller à l'école, peuvent travailler, peuvent avoir des loisirs. Alors, on contribue au bien-être humain de ces gens-là de façon importante, mais on est allé plus loin que ça. C'était pas juste de les déplacer. Dans tout ce qu'on faisait à la STM, les projets, les campagnes, tout, on se posait la question, est-ce qu'il y a une façon d'améliorer le sort de ces gens-là? Et on avait des actions ciblées concrètes avec des cibles d'action et on en a livré plusieurs. Donc, un sous-plan en accessibilité universelle, et le même principe pour un sous-plan en développement durable. Une quarantaine d'indicateurs avec une foule d'actions pour faire toutes sortes de choses à notre quotidien. Comme par exemple, quand on construisait un centre de transport ou on agrandissait un centre de transport, bon, on s'assurait d'aller chercher le LEEDAR, la qualification LEEDAR, pour être en mesure de faire une série, une kyrielle de choses pour aider à sauver la planète, sauver l'environnement. Donc, on était vraiment axé là-dessus. C'est quelque chose qui était vraiment fondamental dans notre plan stratégique. Deuxième attribut, agilité, tolérance et accueil du changement. Encore une fois, de par la nature de nos activités, c'était assez facile d'être agile dans le sens que quand on fait à chaque année 400 millions de déplacements ou qu'on en fait 1 million, un peu plus d'1 million par jour, on vit dans l'inconnu, on vit dans le chaos à tous les jours. Moi, je disais souvent à mon président, si vous voulez me congédier, regardez ce qui s'est passé la veille. Et il y a plein de choses qu'on n'avait pas prévues quand on déplace autant de monde que ça par jour. Il y a toutes sortes de monde, il y a des gens qui ne seront pas contents pour toutes sortes de raisons, puis va falloir qu'on s'ajuste. Alors, on avait la chance d'avoir des artisans, des employés qui embrassent le changement, qui sont heureux dans le chaos parce qu'ils sont habitués. C'était dans l'ADN de ces gens-là de gérer des crises. Donc, c'est quelque chose qui était très important pour eux. Puis j'ai mis un petit exemple dans la présentation. Pendant la pandémie, comme n'importe quel groupe d'activité, on a été touché par un taux d'absentéisme hyper important. 25 de nos employés, à un moment donné, n'étaient pas au travail et on était un service essentiel. Donc, pendant toute la pandémie, on a réussi à livrer 100 de notre service avec 75 de notre effectif.
Donc, si on n'a pas des gens qui sont habitués de vivre dans le chaos et d'embrasser le changement, on ne réussit pas à faire ça. Non, on avait par contre moins de facilité dans la planification. Ça, c'était notre gros défi à la STM. Mais gérer l'imprévu, gérer le chaos, c'est quelque chose qui était, je vous dirais, inné dans notre mode d'activité. Donc, le deuxième attribut, pas trop d'enjeux non plus de ce côté-là. Si on va au troisième attribut, Ouais, j'allais te le dire. confiance mutuelle et esprit collaboratif, ça, c'est des choses que ça, avec l'équipe de direction que j'ai mis en place à mon arrivée. Moi, je croyais fondamentalement que, puis c'est pas un cliché, c'est un cliché, c'est-à-dire, mais moi, j'y crois fondamentalement que la réponse, ce sont les gens, les employés qui ont les réponses. Les gestionnaires, les hauts dirigeants ont des rôles à jouer particuliers, mais c'est pas nécessairement à eux à trouver toutes les réponses. Et pour être en mesure d'aller chercher ce génie collaboratif-là, bien, il faut aller voir les gens. Il faut aller à leur rencontre. Donc, j'ai mis en place deux fois par mois des web-diffusions avec les gestionnaires, avec les employés. J'ai fait des tournées jour, soir, nuit avec les employés pour créer ce sentiment de confiance mutuelle-là, cet esprit collaboratif et de voir qu'est-ce qu'il y avait à suggérer pour régler nos problèmes. Des fois, les gens demandaient aussi des choses pour être en mesure de régler les problèmes et on n'était pas capable de le donner. Donc, dans la confiance, il faut aussi revenir. Si on n'a pas de réponse, ça n'est une réponse de dire qu'on n'en a pas et de leur expliquer aussi pourquoi on ne peut pas faire ça. C'est important. Les gens sont capables de comprendre ça. Alors, c'est important de s'investir, donc de vraiment mettre ça en place. Et puis, je l'ai fait aussi avec les médias pour être en mesure de rejoindre nos clients, créer un climat de confiance, un esprit collaboratif. Ça veut dire comme on gère des fonds publics, puis on a vu tantôt que c'est des gros montants d'argent, il faut avoir l'humilité d'aller expliquer nos décisions à ces gens-là parce que c'est pour eux qu'on fait ça. Et les médias peuvent être un très beau canal. C'est pas juste négatif, les médias. Alors moi, j'ai été le premier directeur général dans l'histoire moderne de la STM à ne pas utiliser la porte-parole qu'on avait puis le service des communications. J'allais moi-même faire ces rencontres-là, aller dans les stations de radio, à la télévision, pour aller expliquer nos décisions. Puis quand ça allait pas bien, j'étais au front parce que pour moi, c'est important d'aller dire à nos gens, voici ce qu'on est en train de faire. On a des enjeux, on s'en occupe, on va vous expliquer ce qu'on fait. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, c'est votre droit, mais pour leur montrer aussi qu'on ne prenait pas des décisions sur un coin de table. C'est des fois, les gens ne peuvent pas être d'accord, mais on a réfléchi à nos choses, puis voici pourquoi on pose tel geste. Alors, je pense que ça, c'était la job du PDG de faire ça et non pas la job, et j'ai beaucoup de respect là, pour les gens des relations publiques, c'est pas ça mon point, mais ça, le PDG doit ou la PDG doit prendre aussi ça sur ses épaules pour créer une confiance mutuelle et un esprit collaboratif. Et puis finalement, le quatrième attribut, innovation et action visant des bénéfices durables. Je vais passer très rapidement sur le premier point parce que j'ai un exemple concret sur la matérialisation des bénéfices. On a mis en place un canal ou une façon de procéder pour évaluer les projets, pour s'assurer qu'elle allait matérialiser et maximiser les bénéfices par rapport aux cibles qu'on s'était donné dans notre plan stratégique. Et quand je parle de bénéfices, je ne parle pas d'argent. Je n'ai pas été un comptable de formation, c'est pas ça que je vise. Ce sont les bénéfices ou les cibles qu'on a érigées dans notre plan stratégique global. Je vais y revenir, comme je le disais il y a quelques instants. J'ai un exemple concret par rapport à ça. Et puis finalement, l'innovation, j'ai pris l'exemple de Transgesco à l'ASTM, qui est une société filiale de l'ASTM, qui a pour responsabilité de développer tous les revenus commerciaux de l'ASTM. Et pour moi, l'innovation, quand on parle d'innovation, on parle souvent de technologie, mais il y a des façons de faire qui peuvent être innovantes aussi. Et je vous donne l'exemple du cellulaire dans le métro. Ça coûtait des centaines de millions de dollars à mettre en place. On n'avait pas l'argent pour faire ça et surtout pas l'expérience pour le faire. Alors, on a fait des partenariats avec les 4 grands câbleaux distributeurs au Canada. Ces gens-là ont accepté, via Transgesco, d'investir des centaines de millions de dollars pour mettre le cellulaire dans le métro. On a négocié des redevances en bout de ligne et ça a permis de donner quelque chose à la clientèle. Maintenant, vous prenez le métro, c'est une habitude, on a accès au cellulaire, mais il y a quelques années, ce n'était pas possible. Alors, on a fait quelque chose pour la clientèle avec des partenaires privés dans le public qui est loin d'être évident, sans qu'on ait à investir des sous, puis on est allé chercher des redevances en même temps. Donc, à un moment donné, quand on n'a pas d'argent, on n'a pas beaucoup de moyens, bien, l'innovation peut donner des résultats. Et dans ce cas-là, ça a été très, très utile. Mais le plus important, c'est la clientèle en est sortie gagnante. Avoir un réseau cellulaire dans le métro, je pense qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas s'en passer. Alors voilà pour les 4 attributs du premier critère pour la STM.
Merci beaucoup, Luc. Maintenant, on va passer. On a parlé de culture, hein? Fait qu'on voit que les éléments, ils les avaient. J'ai dit qu'il a été chanceux, mais l'intuition, hein, l'improvisation, ça fait partie d'un bon leadership aussi, hein. On ne peut pas tout savoir. Il faut toujours s'essayer. C'est pour ça, être agile, en fin de compte, on s'essaye, puis après ça, on voit c'est quoi le résultat, hein, puis on agit en conséquence. Donc, la nécessité d'une stratégie qui est basée sur l'accélération et la maximisation des bénéfices. Là, on va revenir sur la question des bénéfices, là, juste pour continuer sur l'élan que Luc a donné à ça. Mais les bénéfices, c'est pas juste l'argent, là. OK? Ça veut qu'on va regarder de qui on parle, puis de quoi on parle. OK? Donc, une organisation transforme agile, c'est comme objectif ultime de créer de la valeur puis, et la livraison optimale, la maximiser, puis l'accélérer même, en continu, peu importe en fin de compte son environnement d'affaires, hein. Et il crée la valeur pour qui? Créer la valeur pour qui? Bien, créer la valeur pour plusieurs personnes. C'est sûr qui crée la valeur pour, bien, dans le fond, l'ensemble des parties prenantes qui tirent le bénéfice des opérations courantes des projets. Donc, ceci inclut les équipes de travail directement, parce que les équipes de travail qui sont assignées à la réalisation, OK, des opérations courantes, ils ont des attentes eux aussi, ils ont des besoins aussi, ils ont des intérêts aussi. Donc, quelque part, il faut que je crée de la valeur pour mes employés aussi. Sans ça, ils vont aller voir ailleurs. Aussi simple que ça, OK? Donc, toutes les parties prenantes qui tirent des bénéfices des opérations courantes, que ce soit, en fait, compte des actionnaires ou jusqu'à la clientèle, l'ensemble de la chaîne de la valeur, la valeur, c'est pour tout le monde. OK? Puis quand on doit créer de la valeur, il y a deux endroits qu'on doit créer de la valeur. On doit créer de la valeur, c'est sûr, après un projet. Donc, j'ai fait un nouveau projet. Luc va vous en parler de tout ça, c'est avec un exemple. Fait un nouveau projet, puis à la fin, au bout de la ligne, ben, c'est j'ai les résultats. Il n'y a pas un projet après, qui a de la valeur si, au bout de la ligne, ne livre pas l'intention du projet. Donc, on n'est pas là pour faire n'importe quel projet. On est là pour faire les livrables qui vont nous permettre de rencontrer l'intention pour laquelle on les faisait. Au début, on avait des attentes, on avait une intention. Donc, quelque part, le projet va être une réussite si non seulement j'ai livré les livrables, mais l'utilisation de ces livrables-là m'apporte les bénéfices. C'est pour ça que la STM prenait une petite pause à un moment donné. Donc, il y avait une fermeture officielle d'un projet, puis en plus au niveau administratif, mais dans le portefeuille, le projet restait dans le portefeuille jusqu'à une démonstration que les bénéfices étaient en cours de route. Ça va? Donc, il y a des bénéfices, il y en a après le projet, mais il y en a pendant. Tous les gens qui sont affectés dans le projet, incluant nos employés, on les suit plus souvent, nos employés. Quand on parle d'agilité, souvent on parle en fin de compte de voice of the customer. Puis on parle du client externe. Mais nos propres employés sont nos clients. On est tous les clients et les fournisseurs de quelqu'un. Fait que si tu t'occupes pas de tes employés ne s'occuperont pas, OK, de tes clients. Puis il y a quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus à un moment donné qui s'appelait Les employés d'abord, les clients ensuite. Hein, c'est Nayar Vimet, qui est un Indien qui est cause là-dessus. Il a inversé la pyramide. Si tu veux que ça fonctionne avec tes clients, il faut que ça fonctionne d'abord avec tes employés. Parce que c'est eux, en fin de compte, qui amènent le produit et le service sur le marché. OK? Donc, et pendant un projet aussi, il faut que les gens y trouvent leur compte aussi. Ouais. Fait que, dans le fond, tout le long des opérations courantes et durant la réalisation d'un projet, de chacune de ces phases, là, OK, il y a un paquet de monde qui attend des bénéfices dans tout ça. Puis on est là, en fin de compte, pour gérer les bénéfices de toutes ces personnes-là, avant, pendant, puis après. Alors, allons-y justement avec l'exemple que je voulais vous parler un petit peu. Là, on va faire un petit peu de mise en contexte avant, mais il fut un temps à la STM, là, surtout quand j'ai été trésorier de la STM avant d'être le PDG, les gens venaient présenter un projet à la direction parce que la principale motivation, c'est qu'il y avait encore une subvention qui n'était pas dépensée. Et moi, ça me rentrait pas dans la tête de dire que j'avais beau être un comptable puis le responsable des finances, en quoi c'est payant ça pour la STM? Alors, à ce moment-là, avec Claude, qui est arrivé au même moment, on a réfléchi à une façon de faire que je vais vous expliquer dans quelques instants. Mais avant de faire ça, c'était de montrer l'alignement. Parce que vous allez voir l'exemple qu'on a dans les projets, il est aligné avec le plan stratégique. Donc, on a mis en place une planification de la matérialisation des bénéfices reliés sur l'enlignement. Alors, à gauche, vous avez dans le fond une représentation graphique de mon fameux plan stratégique, le PSO que je vous parle tout à l'heure. Si vous vous rappelez la première diapo que je vous ai présentée, je vous ai dit que notre vision dans le noyau, là, au milieu, c'était l'excellence en mobilité. On avait 4 cadrans qui représentaient nos 4 grandes orientations. De ces 4 grandes orientations-là, il y avait 7 axes. Vous voyez, c'est des petits numéros à côté avec une phrase à côté. Et il y avait 16 cibles réparties dans ces 7 axes-là et ces 4 orientations qui étaient suivies. C'était ça notre plan stratégique. Alors, ce qu'on en a fait, c'est que les cibles des 16 objectifs comme tels, ils étaient à l'horizon 2025. C'était un plan sur 10 ans.
mais on a découpé annuellement un objectif, une cible pour chacun de ces 16 objectifs-là. Donc, c'était en crescendo. L'année 2015, pour la cible, l'objectif numéro 1, j'avais cette telle cible-là. Et elle allait se déployer comme ça en augmentant jusqu'en 2025 pour chacun des 16 objectifs. Et ces actions-là, ces cibles-là, elles étaient ventilées annuellement. Elles étaient inscrites non seulement dans les mandats des comités du conseil d'administration, c'était déversé dans le contrat de performance du PDG, qui lui, à son tour, venait les matérialiser dans les contrats de performance de son comité de direction, qui, eux, les envoyaient aux 1000 gestionnaires de la STM, adaptés à leur environnement, adaptés à leur contexte, et ça finissait même dans les rencontres qu'on faisait avec tous les employés 2 fois par année pour voir si on était arrimé. Parce que même si c'était, je le disais tout à l'heure, 90% des employés qui étaient syndiqués, on avait instauré 2 fois par année, sans que ça ait nécessairement un impact sur la rémunération. On demandait aux gestionnaires de rencontrer au moins 2 fois par année tous leurs employés pour faire le point par rapport à ce qu'on s'était donné comme objectif. Donc, vraiment, une cascade d'alignement entre les objectifs très haut niveau qui partent du plan stratégique du conseil et qui descendent dans le quotidien de chacun des acteurs de la STM. C'est comme ça qu'on avait encadré notre alignement parce que dans l'entreprise qu'on avait, comme je disais tout à l'heure, notre force, c'était le chaos, de vivre les opérations. Donc, et notre faiblesse, notre planification. On avait tendance à tirer partout et à manquer la cible souvent. Alors, on s'est un peu plus encadré pour s'assurer qu'il y ait eu un alignement directement entre le plan stratégique et le quotidien des gens dans l'entreprise. Alors, si on va à la diapo suivante, voilà l'exemple que j'ai pour vous. En fait, Claude, je m'excuse, peut-être tu pourrais revenir une en arrière. J'ai oublié de mentionner quelque chose. Merci. Donc, si vous regardez le cadran en haut à gauche, une de nos orientations, c'était améliorer l'expérience client pour devenir l'excellence en mobilité. Et le point 2, c'était écrit des actifs en bon état. Ça, c'était un des axes en tant que tel. Alors, si on va à la diapo suivante, ce que j'ai tenté de démontrer, c'est ça, là, c'est l'alignement. Donc, on partait du plan stratégique organisationnel 2025. Le cadran en haut à gauche, notre première orientation, améliorer l'expérience client. De ça, il y avait 3 axes. Il y en avait un qui était pour être en mesure d'améliorer l'expérience client, ça prend des actifs en bon état. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je l'ai dit tout à l'heure, nos actifs, nos infrastructures ont plus que 60 ans. Ils ont manqué d'amour. Donc, comment on peut faire pour donner un service client qui est intéressant si j'ai des vieux bus, des vieux métros, des centres de transport qui sont désuets, qui ne nous permettent pas de réparer des autobus la nuit parce que l'équipement n'est pas en place et tout ça? Donc, ça devenait une condition sine qua non pour atteindre notre objectif. Il fallait faire en sorte de rénover nos actifs, de les mettre en bon état. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est quoi l'objectif par rapport à cet axe-là? Bien, ça va être de réduire le déficit de maintien d'actifs. Notre indicateur, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'on va réduire ce déficit-là qui était, je le rappelle, à mon arrivée aux alentours de 4,5, 4,8 milliards de déficit. Alors, c'est là qu'on a mis en place le choix des projets. On va aller chercher des projets qui vont nous permettre de réduire le déficit de maintien d'actifs, qui va faire en sorte qu'on va avoir des actifs en meilleur état et qui vont nous permettre de donner un meilleur service à la clientèle pour ultimement devenir viser l'excellence en mobilité. Alors, les gens maintenant, quand ils se présentaient au comité de direction, ils venaient plus nous présenter des projets parce qu'il y avait une subvention qui n'était pas dépensée. Il devait venir nous expliquer en quoi que si on choisissait le projet qu'il nous proposait, ça allait réduire le déficit de maintien d'actifs et faire la cascade vers le haut. Et encore là, réduire le déficit de maintien d'actifs, c'est pas juste financier. Ça permettait d'aller chercher plus de satisfaction clientèle, d'avoir des taux d'immobile de bus beaucoup plus bas. Un taux d'immobile, c'est un bus qui roule pas parce qu'il est à l'entretien. Si l'usine dans laquelle on la répare, ça fonctionne pas, bien, ça ira pas bien. Donc, un exemple de ça, un des actifs qu'on a décidé de reconstruire, c'est le complexe Crémazie. Complexe Crémazie qui a été construit en 1958, qui n'a eu aucune rénovation depuis. Il neigeait dans le centre de transport Crémazie l'hiver, pardon, et ça faisait en sorte qu'on n'était pas capable de faire d'entretien parce que le centre Crémazie, c'était là qu'on faisait des travaux majeurs sur un autobus, la carrosserie, les moteurs. On n'était pas capable d'avoir trois quarts de travail parce que c'était désuet comme infrastructure. Alors, on a décidé d'investir 200 millions
pour qu'on soit capable de réduire les déficits de maintien d'actifs, qu'on soit capable d'être plus performant et d'améliorer le service à la clientèle. Donc, tout ça, il y a un lien logique. On voit l'alignement et ça se déployait dans les activités quotidiennes. J'ai pris l'exemple ici là, du secteur de l'approvisionnement. Donc, les gens, le gestionnaire qui était responsable de l'approvisionnement, les gens qui s'occupaient de faire l'approvisionnement de la STM, dans leur contrat de performance, dans l'année, bien, ils devaient faire les activités nécessaires pour livrer, par exemple, une année, la première année en 2015, ça a été de trouver une firme d'ingénierie pour nous aider, nous accompagner. Bien, il y avait dans leur contrat de performance de régler ça, de s'assurer qu'on allait avoir ça pour telle date. Alors, on pouvait voir que chacun, il y avait des gens aux finances qui avaient la responsabilité de faire d'autres choses. Les gens du marketing allaient faire autre chose. Donc, tout le monde était aligné sur ce qu'on avait choisi de faire pour arriver en bout de ligne. Et comme Claude l'a mentionné, bien, il y avait des checkpoints, je m'excuse de l'anglicisme, où les gens devenaient revenir au comité de direction pour nous donner le score, où est-ce qu'on en était avec ce qui avait été promis comme changement dans les indicateurs. On venait de donner 200 millions pour faire ce projet-là, puis on s'attendait à ce que le taux d'immobile baisse la première année de temps, que la satisfaction clientèle augmente de temps. Bien, il devait venir un peu comme un gérant de banque. Quand vous êtes allé emprunter à la banque, faire partir à une entreprise, bien, vous venez faire votre point au comité de direction pour démontrer qu'on était en ligne pour aller chercher les bénéfices. Encore une fois, pas des bénéfices financiers, des bénéfices qui avaient été identifiés dans les objectifs du plan stratégique. Alors, c'est la façon qu'on a trouvé pour être en mesure de garder le cap, parce qu'encore une fois, on n'était pas bon là-dedans. La planification, c'était extrêmement difficile. Puis, en bon québécois, c'était au plus fort la poche. C'est-à-dire que les gens qui avaient un peu plus d'ascendant sur certains collègues étaient capables de faire passer leur projet. Puis souvent, c'était comme je disais tout à l'heure, c'était il reste de l'argent dans telle enveloppe, on pourrait s'en servir pour faire telle chose. Alors, ça a complètement changé l'attitude des gens, complètement changé les priorités. Et c'est là qu'on s'est mis, tranquillement pas vite, à avoir des résultats. Et on a vu que les objectifs qu'on s'était donnés sur 10 ans, quand j'ai quitté, mais la grande majorité des objectifs avaient été atteints dans notre plan stratégique. Et honnêtement, c'est un outil qui a été très, très utile pour s'assurer de garder le cap. Donc, l'enlignement en cascade pour nous, ça a été très, très révélateur. Là, on Le, va parler maintenant, on va oui, parler vas-y, maintenant Claude. de cet alignement-là. Au bout de la ligne, c'est juste peut-être une démonstration ou du constat, tu sais. Mais ce dont Luc a parlé, cet alignement-là, là, de duo, donc moi j'appelle ça l'intégration verticale, jusque sur le plancher. Hein, ça fait que le plancher remonte. Hein. Pas toi qui descends sur le plancher remonte, et tu es capable de démontrer tout le long de la chaîne qu'il y a un lien direct entre ce que tu fais, à n'importe quel niveau, puis l'objectif stratégique. Mais les gens aujourd'hui appellent ça des OKR, appellent des KPI, là, ça m'a fait, c'est objectif que l'autre, OK? Au bout de la ligne, c'est ça. Donc, globalement, l'organisation est basée sur cet alignement-là et il est nécessaire. Cet alignement-là n'existe pas. Et c'est une partie en fin de compte de culture. Une culture où les gens, en fin de compte, comprennent où ils vont, hein, comprennent le pourquoi. OK? Donc, quand on n'est pas aligné, ben, ça ressemble à ça, hein, au bout de la ligne. Donc, transformation en continu, au bout de la ligne, quand tu vas vouloir avoir les résultats combinés, hein, chacun travaille de son bord, là, ben, tu vas te ramasser avec quelque chose qui ne marche pas. Hein. Et, en gestion de projet, on parle de valeur acquise. Ah, ben oui, on a construit 75% du pont. On a 75% de valeur acquise. Non, non. Nous, on va vous parler de valeur réelle. La valeur réelle, c'est l'utilisation de ton livrable. Donc, si ton pont, tu ne le finis pas, ben, la valeur réelle, c'est zéro. Hein, ou c'est bon pour la ferraille. Es-tu capable de traverser le pont ou non? Okay? Fait que c'est ça. Donc, est-ce qu'on est capable de rencontrer nos objectifs stratégiques dans tous nos faits et gestes? Hein? Fait que ça commence pas mal en haut. Fait qu'il est impossible d'être aligné collectivement sur une même mission pour un même objectif si ce n'est pas clairement communiqué. Vous avez vu comment Luc s'est occupé d'aligner tout le temps, de descendre et d'aller voir tout le monde pour qu'ils comprennent tout le temps, au fur et à mesure que les choses changent, parce que les choses changent. Pourquoi ça change? Et en fin de compte, si ce n'est pas vécu par l'ensemble des dirigeants et des employés d'une organisation de la même façon, on a un problème de perception. C'est notre réalité, c'est ce qu'on perçoit. Ça veut dire que si on ne perçoit pas la même chose, ben regarde, on n'ira pas au même endroit. Simple que ça. Donc, si on regarde face à une transformation continue, les conditions de succès, les conditions d'alignement, là,
Comme l'équipe de direction, vous devez d'abord, comme dirigeant, vous devez avoir la même définition, les mêmes attentes, les mêmes perceptions en continu, OK, de votre stratégie. Puis Luc va peut-être vous en parler tantôt, mais des fois, lorsqu'il allait voir, là, il se rendait compte qu'il y avait eu un bris de communication. Hein, puis ça ne s'était pas passé, même s'ils en ont parlé ensemble. Lorsque ça continuait, quelque part, ça a été mal compris. Tu sais. Donc, quelque part, il faut que ça soit au niveau des dirigeants. Comment tu veux que les employés soient orientés dans une même direction lorsque les dirigeants eux-mêmes ne le sont pas? Ils ne comprennent pas la même chose. Puis je peux vous dire que quand on fait une mesure dans une entreprise d'une VICA, tu demandes aux dirigeants, c'est toi, d'après toi, c'est quoi notre niveau de volatilité de ci et de ça, là? Mais il n'y en a pas un qui va avoir la même réponse. Pourquoi? Parce qu'on ne discute jamais de ça. On ne discute jamais de nos perceptions. On prend pour acquis que les gens comprennent exactement la même chose que nous. Bien, ça, c'est le contraire de la réalité. T'es mieux de les valider. Et le message transmis, c'est le message perçu. C'est pas le message transmis. T'es mieux de t'assurer de la perception. Donc, il y a beaucoup de feedback là-dedans. Puis là, il l'a installé dans son système OK de suivi. Comme des dirigeables, des gestionnaires, votre intention face à l'évolution, doit être collectivement cohérente. On ne peut pas dire on tourne à droite, puis lorsque on retourne dans nos silos, il y a un dirigeant, lui, qui a décidé, tu n'es pas tout à fait d'accord, puis lui, il tourne à gauche. Inacceptable. On ne peut pas accepter ça au niveau d'une organisation. On a le droit d'avoir des différends, mais une fois, en fin de compte, qu'on s'entende pour aller dans une direction, il faut absolument qu'il y ait une cohérence à travers tout ça. Moi, je sais quoi faire avec un partenaire qui refuse d'être cohérent. Ça s'appelle un bon package. Hein, ça va? Parce qu'au bout de la ligne, regarde, t'as bien beau pas être d'accord, mais comme dirigeant, tu n'as pas le choix. Tu vas nuire à l'entreprise si tu n'as pas un alignement clair entre les dirigeants. OK? Les actions individuelles des dirigeants sont reflétées dans leur intention. Ça fait que les gens te voient. Les gens te voient. Fait que les bottines doivent suivre les babines. Parce que quand tu veux faire un changement important dans l'organisation, l'intention doit être claire et le leadership doit être là. Et le leadership se mesure à l'observation de comment vous agissez. Ça fait que si d'un bord, vous dites que c'est important ces choses-là, que l'autre bord, vous n'en occupez pas, hein, vous ne changez pas les mesures. Si on veut de la collaboration dans une entreprise quelque part, on va la mesurer. Si on veut de la collaboration dans une entreprise qui est en compétition, il faut que tu changes les mesures. Hein. Donc, quelque part, c'est l'intention, puis le leadership, c'est du bon, parfait, dans les faits et gestes. Je trouve ça, c'est important, donc je vais agir en conséquence, je vais mesurer en conséquence. On va revenir là-dessus à la fin. Les actions individuelles doivent refléter. Si les dirigeants ne sont pas alignés, c'est en continu, tous les employés et les autres partenaires ne le seront pas non plus. Aussi simple que ça. Donc, très rapidement, parce que le temps file, qu'est-ce qu'on a fait à l'ASTM pour rester aligné encore une fois? Je reviendrai sur dans tout ce que j'ai écrit là, sur une chose que Claude vient de mentionner. Si vous saviez à quel point on pense qu'on comprend tous la même affaire, mais dans le fond, on la comprend pas, mais pas du tout. Moi, c'était ma job de tous les instants comme PDG de m'assurer, on était 9 personnes au comité de direction, et de s'assurer qu'on avait la même compréhension, c'était tout un travail. Alors, ce qu'on faisait, 4 fois par année, on dédiait une journée pour lire notre environnement. On a appelé ça la gestion intégrée des risques. Donc, on se demandait concrètement, est-ce que notre plan stratégique est toujours bon? Est-ce qu'il faut le modifier? Est-ce qu'il faut enlever des choses? Est-ce qu'il faut en ajouter? Et on réagissait par rapport à ça. Mais pour être capable de répondre à ces questions-là, Claude le dit, il faut qu'on ait la même compréhension. Il faut qu'on ait la même perception. Et là, on s'amusait. Ces questions-là étaient organisées dans une espèce de forum on était accompagnés et on votait sur ces questions-là. On était 9 à voter. Si vous saviez à quel point on était complètement dans le champ, on n'était pas du tout alignés par rapport à ça. Donc, si on n'avait pas fait cet exercice-là, imaginez-vous à quel point, quand ils quittent les comités de direction, comment ça descend dans l'entreprise, à quel point on peut ne pas être aligné en tant que tel. Alors, moi, c'était une job à plein temps pour moi de m'assurer qu'on était les 9 personnes toujours à la même place parce qu'il fallait descendre le message comme ça. Puis là, je vous ai mis beaucoup de choses dans ça qu'on faisait pour assurer que ça descendait dans les opérations, ça descendait partout. Mais si on part croche en haut, on a beau le descendre, on va descendre croche aussi. Alors, il ne faut pas, à mon sens, sous-estimer le travail du PDG, du directeur général, appelez-le comme vous voulez, pour s'assurer que son équipe est à la même place et s'assurer que son équipe a la même perception. On est tous des individus différents, avec nos expériences différentes, avec nos sentiments différents, avec nos aspirations différentes. Ça vient teinter la perception. Et si on ne s'assure pas qu'on comprend le même environnement, ça peut être, à mon sens, très, très dommageable pour une entreprise. Et après ça, ben, ça devient relativement facile de descendre ça au niveau des gestionnaires, des employés, de les rencontrer, de faire des web-diffusions, de faire des tournées, comme je l'ai mentionné là-dessus. Mais il faut s'assurer que le comité de direction a une compréhension commune de son environnement.
Là, on va prendre 10 minutes, grosso modo, pour finir tout ça, pour vous laisser le temps de répondre à vos questions. Aussi, je vous dis que ce qu'on vous présente, vous allez le voir. Puis aussi, on a écrit un article, OK, basé sur ce qu'on vous présente, tu sais, globalement. Puis aussi, ben, on vous l'enverra, on l'enverra au PMI pour que vous puissiez avoir accès à cet article-là aussi. OK. Donc, maintenant, on est alignés. Est-ce que ça nous tente? Hein? On voit, on comprend la même chose. Hein? Est-ce que ça nous tente d'y aller ensemble? Donc, on n'arrête pas de parler de ça maintenant. Pendant la COVID, on n'a pas arrêté de parler de ça. Donc, les employés ont dit, ben, ça a l'air que c'est important. Comment je me sens, mon bien-être, mon ci, mon ça. Ça veut dire que, regarde, on n'a pas l'air à s'occuper de ça. J'ai vu une conférence TED qui parlait juste de ça. Il dit, on ne parle pas de ça chez nous. Je pense que je vais aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe. Hein? OK? Fait que, il faut arrêter de se conter des histoires. L'engagement et la performance, il y a un lien direct. Il y a quelqu'un qui me disait à un moment donné, est-ce que c'est vrai, Claude, que le bonheur a un impact sur la performance? J'ai dit, il y a des études pour les fous, pour les fins. Je ne sais pas pourquoi on paye pour ça, parce que moi, je sais que quand je me lève du mauvais pied le matin, regarde, la journée n'ira pas bien. Hein? Puis si les personnes m'emmerdent pendant la journée n'ira pas bien. Regarde, arrêtez de faire des études, là, c'est clair. Tous les indicateurs démontrent que si ton personnel n'est pas engagé, tu es dans la merde. Et l'engagement du personnel, Gallup a fait des études partout dans le monde par rapport à ça, l'engagement du personnel, encore aujourd'hui, est à 23 %. Donc, il y a juste une personne sur quatre qui va dans l'entreprise, globalement, dans le monde entier, une personne sur quatre qui va dans l'entreprise, il rentre dans l'entreprise avec son cœur et sa tête. Les autres rentrent avec le montre. Il a hâte que ça finisse. Puis pour chaque personne engagée, il y en a deux qui sont désengagés activement. Les autres, ils ne rentrent pas avec le montre, ils rentrent avec une masse, puis ils donnent des coups sur sa machine. Okay? Donc, regarde, il y a du travail à faire là-dedans. Mais on ne peut pas aligner les gens, on ne peut pas les engager si on ne répond pas à leurs besoins. S'il n'y a pas de bénéfice, ils vont aller voir ailleurs. Donc, qu'on arrête de parler de ça, là, puis qu'on le fasse. Okay? Donc, 8 clés pour l'engagement. Dans l'article, je les explique un peu plus. Il y a d'autres choses aussi qui expliquent ça ailleurs. On vous enverra ça à votre demande. Là, vous avez juste à le demander. Et pour pouvoir participer, il faut désirer participer. Hein? Il faut avoir après ça une confiance mutuelle. Je peux désirer ou j'ai un besoin, un désir d'urgence. C'est pas ça l'urgence. Hein? En gestion du changement, l'urgence, l'urgence. Ouais, mais l'urgence, moi, je peux l'interpréter, ben, je suis mieux de m'en aller. OK, parce que je ne réglerai pas ça ici dans l'organisation. Donc, ça prend la confiance mutuelle. Ça prend une vision commune. Hein? Ça prend des compétences, c'est sûr, parce que s'il n'y a pas de compétences, il y a beaucoup d'anxiété, ça ne marchera pas. Ça prend des ressources suffisantes. S'il n'y a pas de ressources suffisantes, en fin de compte, avant de s'en aller, il y a beaucoup de colère. Hein? Hein? Puis dans les organisations, on demande de faire un paquet de changements, puis au bout de l'année, on ne prend même pas la peine de regarder est-ce qu'on a les ressources suffisantes pour faire ça. Quand tu demandes à des gens de faire 20 projets, quand tu es capable juste d'en faire 10, mais au bout de la ligne, je pense que les 20 ne marcheront pas. Tout aussi simple que ça, puis tu vas avoir du monde pas mal fâché. Là. De l'appréciation, la reconnaissance. La reconnaissance, c'est pas une mode après 25 ans. Là. La reconnaissance, c'est un état d'être. Est-ce que je peux être reconnaissant vis-à-vis mes employés, vis-à-vis mes partenaires, en fin de compte, sans eux, je ne pourrais rien faire, je ne pourrais rien accomplir. Le plan d'action participatif, dans tout ce que Luc a parlé, il y a beaucoup de co-création. La gestion de portefeuille de projet, ça a été développé en co-création entre tous les dirigeants, puis leur bras droit et leur bras gauche. À l'STM aussi, les processus de gestion de projet, ça a été bonifié et amélioré en co-création avec les employés. Hein. Puis Luc, à un moment donné, je te rappelle, Luc, qui est venu avec l'autre directeur général de l'époque. Ensemble, lorsqu'on parlait sur comment on va inclure dans la gestion de projet un processus de planification des bénéfices. Puis c'est quelque chose de très important parce que cette fois-là, j'ai eu 2 hauts dirigeants qui sont venus rencontrer une quarantaine de personnes et dire que, vous savez, c'est important ça. Parce qu'on va arrêter de parler de coûts, puis on va arrêter de parler d'échéanciers, on va parler de bénéfices. C'est une révolution extraordinaire. Je n'en connais pas beaucoup d'entreprises, en fin de compte, qui sont orientées comme ça. Surtout gérées par un comptable. OK. Ça fait que c'est Luc, c'est pas un comptable. Luc, oui, formation comptable. Luc, c'est un leader. C'est un leader. Donc, plan d'action avec les autres et aussi les bénéfices mutuels. Donc, il a été là pendant 2 mandats, là, mais au bout de la ligne, là, il n'aurait pas fait 3 mois s'il n'y avait pas eu de résultat. Quelque part, il faut avoir des petits bénéfices en cours de route. C'est des changements importants, des changements transformationnels, mais quelque part, ça se fait en montant un escalier. En montant un escalier. Aussi, une des choses les plus importantes, parce que j'ai 8 conditions, mais j'ai une 9e clé qui couvre tous les autres, c'est le sens, l'efficience. Lorsqu'on donne aux employés un sens du travail supérieur, un sens transcendant, okay, selon les études de O.C. Tanner, okay, la productivité va être multipliée par 5. Donc, ça veut dire qu'un employé sur 4, là, ou 13 ou 15 d'employés engagés, là, si en fin de compte, ils sont là, ils ont un sens de leur travail, puis c'est important, puis ça change leur vie, hein, en fin de compte, tu vas te ramasser avec une productivité d'à peu près 100 %. La productivité, c'est pas l'efficience fois l'efficacité. La productivité, c'est la capacité de faire des choses fois le désir de le faire.
Et le désir est beaucoup orienté, le sens à ma vie. Et je peux vous dire, les plus jeunes générations, là, ils y tiennent au sens. Ils y tiennent beaucoup au sens. Fait que comment ça coûte, en fin de compte, amener le sens dans les organisations, comment ça peut rapporter, bien de dire, regarde, tu vas être 5 fois plus performant. Ça coûte pas grand-chose, en fin de compte. Ça prend un petit peu de travail de jugeote, un petit peu de travail stratégique. Ça prend des dirigeants qui vont faire leur travail. Leur travail, c'est de mettre en place l'environnement sociologique qui va faire que les gens sont capables de faire le travail qu'on leur demande, puis ça leur tente. Ça fait que ça prend ça. Puis ça prend le sens. Fait que dans le fond, c'est la clé de tout ça. Tu n'en auras pas d'engagement si au départ, la personne entre dans ton entreprise, elle se rend compte, en fin de compte, qu'elle n'est pas capable d'associer ses propres valeurs aux valeurs de l'entreprise. Puis à pourquoi l'entreprise est là. Tu n'en auras pas, en fin de compte, d'engagement, tu n'auras pas de transformation. Donc, à la STM, comment on s'est assuré d'avoir l'engagement des gens? Très rapidement, deux choses, je mettrai l'accent sur ce que vous voyez à l'écran. L'objectif transcendant, encore une fois, plus chanceux qu'intelligent, la STM contribuait à sauver la planète. Le transport collectif, la mobilité durable, par sa mission, le but était là. On n'avait pas besoin d'expliquer ça de midi à 14 heures. Les gens qui se joignaient à la STM venaient parce qu'ils avaient l'impression d'aider à faire quelque chose d'utile. Ça, c'est tellement précieux. C'était d'office. On n'a pas eu besoin de travailler fort là-dessus. Ça existait de par notre mission. Deuxième élément sur lequel j'aimerais insister, j'en ai parlé au tout début de la présentation, ce sont les valeurs. Claude a beaucoup parlé de l'importance d'avoir les gestionnaires sur place, puis de faire en sorte qu'il y ait une crédibilité. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, les valeurs de la STM, que ce soit la transparence, l'imputabilité, le respect, c'était pas juste des mots qui étaient sur du beau papier glacé. C'était quelque chose, c'était l'engagement de la direction. On disait aux employés, voici dans quel environnement on vous promet que vous allez pouvoir travailler. Et si vous, c'est pas ça que vous vivez, vous avez le droit de lever la main puis de dénoncer que c'est pas ça qui se passe. Puis on demandait à tous nos gestionnaires de dire ce qu'on fait puis faire ce qu'on dit. Très important. On était fixe sur l'objectif puis souple sur le moyen. Je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui ont la réponse, ce sont les employés. C'est eux qui sont là, qui comprennent, qui connaissent les choses, qui vivent les choses au quotidien. Donc, c'est important la direction donne l'orientation, fixe l'objectif, mais les moyens, ça appartient euh, aux employés. Puis évidemment, communiquer, communiquer, communiquer. Moi, je considère comme PDG, c'était une de mes principales responsabilités, d'être clair, d'être présent, d'expliquer, d'écouter. La communication, c'est beaucoup d'écoute aussi. Alors, je vais vous laisser lire le reste, mais je mettrai l'accent là-dessus. Ce qui nous a permis, je pense, de se démarquer à la STM, c'est ça, un objectif transcendant qui est relié à la mission. Donc, pas eu besoin en toute honnêteté de travailler très fort, mais on a travaillé très fort sur la mise en place et l'application des valeurs pour pas que ça soit quelque chose en bon québécois de fauné, que ça soit vrai, que les gens peuvent vraiment retrouver ça dans leur milieu de travail. La dernière partie, en fin de compte, c'est un peu comme la conclusion, donc, pour un petit 2 minutes, hein, parce qu'on dit tout ça, c'est bien le fun, là. Mais regarde, ça commence où, là? Ça commence pas dans le bas de l'échelle, ça commence avec les dirigeants. Fait que les conditions pour s'assurer de la haute performance là, face à un changement permanent, là, le savoir-faire ensemble, le savoir-être ensemble, le savoir agir ensemble, le savoir changer ensemble. C'est donc un environnement, dans votre environnement VICA et son évolution, il faut que tout le monde comprenne ce qui se passe. Pourquoi qu'on est là? Donc, le pourquoi c'est important. Il faut qu'on ait une stratégie, des objectifs stratégiques innovants et agiles et qui évoluent. C'est Luc le dit, à un moment donné, on s'assoyait pour se demander, est-ce qu'on est toujours correct avec ce qu'on a? Parce qu'il faut que ça évolue au rythme des changements dans mon environnement d'affaires. Et finalement, ben, nos employés, ça, ils doivent avoir un même objectif transcendant et qui va faire, en fin de compte, qu'ils vont pleinement être engagés parce que c'est pas rien, en fin de compte, l'objectif transcendant. C'est pas rien avoir besoin du sens, un sens à notre vie, puis aussi savoir qu'on contribue. En tout cas, pour les nouvelles générations, ils veulent tous contribuer, c'est à 90%, à faire de ce monde un monde meilleur. Fait que si t'es pas capable de démontrer ça, toi, dans ton organisation, ils vont aller voir ailleurs. Moi, chez Hydro-Québec, tout le monde m'écoutait, parce que je leur parlais de ça. Je disais le matin, je donnais des formations, j'ai formé pas mal des centaines de personnes là-bas. Puis je disais, savez-vous ce que j'ai fait ce matin? Hein? J'avais froid, j'ai monté la température, ça a marché. Hein? Il faisait noir, j'ai actionné l'interrupteur, ça a marché. Et tout ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Je vais vous dire qu'au bout de la ligne, tout le monde se gonflait la poitrine, hein? Parce que c'est vrai, c'est important. C'est important. Mm. C'est ça, mais on peut en parler, il faut en parler.
C'est important. Donc, par où on commence? On a 3 recommandations pour ça. Luc va vous parler des 2 premières, ou d'une petite dernière, qui est un shortcut, hein. Comment on pourrait le faire plus rapidement. Mais au bout de la ligne, ça appartient aux dirigeants, et voici nos 3 recommandations. Première, évidemment, j'en ai beaucoup parlé, aligner et engager d'abord. Des fois, on est pressé, là, on se fait un plan, on veut le déployer, mais si on n'a pas fait ces 2 étapes-là au niveau de l'ensemble des dirigeants, collectivement puis individuellement, mon expérience me porte à croire que ça fonctionne pas. C'est une condition préalable à la réussite d'une organisation qui est Transform Agile. Il faut aligner et engager avant tout. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, à tous les niveaux de l'entreprise, mais surtout entre les dirigeants. Je vous ai donné notre exemple au comité de direction. Il faut avoir l'humilité de se poser la question, est-ce qu'entre nous autres, on se comprend? Et ça, c'est une question de leadership. Il y a plusieurs organisations, on voit ça souvent, qui nomment un responsable de la transformation. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que c'était ma principale responsabilité comme PDG. C'est à moi que revenait d'avoir la cape de la cohérence, d'être la personne qui s'assurait que la perception d'environnement était commune et que l'organisation pouvait partager tout ça après ça avec les employés en continu. Mais ça, c'est une question de leadership. Il faut s'entourer de gens qui ont du leadership, mais il faut aussi avoir soi-même du leadership. Si on ne s'occupe pas de faire ça, à mon sens, deuxième erreur, on peut avoir le plus beau plan stratégique et le plus beau plan d'action, ça risque de ne pas fonctionner. Deuxième recommandation, une fois qu'on a gagné, il faut aller chercher par la suite l'engagement des employés en le conviant à un projet commun. Claude a trouvé une expression formidable, l'efficience ou le but transcendant. Je l'ai dit tout à l'heure à la STM, on avait les jeunes, surtout, on était très populaire auprès des jeunes pour en recruter parce que pour eux, ils venaient faire une différence. Ils avaient l'impression de venir aider à sauver la planète. Bien, ça aussi, c'est une notion de leadership. Il faut être en mesure de mettre ça dans ses priorités et de la mesurer, l'engagement. Et si c'est pas là, encore une fois, au compteur, ça risque d'être encore plus difficile. C'est au leader de s'assurer que ça fait du sens pour tout le monde. OK. Pour celle-là ici, c'est en fin de compte, par où on devrait commencer en réalité ou comment on peut accélérer ça? C'est un gros raccourci, mais je peux vous dire, ça marche. OK? Fait que, une fois que j'ai l'intention de le faire, ça prend le leadership de mettre en place les systèmes de mesure en réalité. Accélérer l'émergence d'une nouvelle culture, là, ça se passe au niveau de la mise en place d'un nouveau système de mesure. La mesure crée le comportement. Donc, si on veut que les gens fonctionnent ensemble, alors qu'ils sont en silo puis ils s'entretuent, moi, j'étais dans des entreprises, je me faisais dire par les gens dans un certain département, le patron ne veut pas que je leur parle, eux autres. Pourtant, on a assez de compétition à l'extérieur, dans la vie, ailleurs que dans l'organisation. Il me semble qu'on est capable de travailler ensemble. Et moi, j'ai vu des dirigeants qui ont changé les contrats de gestion. Luc a changé les contrats de gestion. OK? Changé les contrats de gestion pour mesurer ce qu'on voulait atteindre. Donc, des contrats de gestion qui vont mesurer l'innovation, qui vont mesurer l'amélioration continue, qui vont mesurer la collaboration et qui vont la récompenser. La mesure dicte le comportement. Puis vous dites, si vous voulez agir très rapidement dans l'organisation, créer la bonne mesure pour le bon comportement. Le reste, les processus, puis tout ça, le reste, là, ça va suivre parce que les gens vont être tous engagés. Fait que, une petite vidéo sur l'alignement ultime. de France Télécom. On va expliquer ça à M. Legault. Là. On a trouvé un moyen, en fin de compte, d'augmenter la population rapidement. Ça va prendre des logements, OK? Mais donc, c'est clair. L'alignement est là où c'est clair. L'alignement, c'est bien le fun, mais ça prend l'engagement. Et les deux vont permettre d'avoir la performance, puis les deux vont nous permettre d'aller chercher notre récompense. Okay? On a des informations à vous envoyer. Vous avez juste à lire. Les liens sont tous là. Sauf, par contre, j'ai une petite mesure de l'agilité organisationnelle. Ça vous intéresse. Okay? C'est un fichier XLS. Si vous êtes intéressé, vous avez juste, en fin de compte, je vais l'envoyer au PMI, puis ils vont l'envoyer aux participants. On a un petit cadeau aux participants, puis vous pouvez être capable de remplir ça tout seul. Nous, on valorise le taux d'évaluation. Parce qu'au bout de la ligne, c'est pas un étranger, hein, comme moi, de venir vous dire qu'il faut changer.
faut que ça vienne de vous. Avec ça, ça va vous permettre de dire peut-être qu'il y a quelque chose à changer dans l'organisation, mais ça mesure l'agilité organisationnelle. Donc, vous avez des informations là-dedans pour pas mal de choses. Puis aussi, en plus, comme je vous dis, il y a un article, on va l'envoyer au PMI aussi, qui a été écrit suite aux nos premières présentations de cette chose-là, qui parle de performance, de transformation, mais pour tous les types d'organisations, pas juste pour les organisations publiques, tous les types d'organisations. Fait que là, ce qu'on vous aimerait que vous fassiez, mettre en un ou deux mots les choses que vous retenez de tout ça. J'ai une petite mesure à vous faire faire. En même temps, je vais vous demander, si vous faites un petit sondage après, là, mais en même temps, je vous demande à vous, si vous êtes, écrivez-nous tout de suite, OK, dans le chat. Si vous êtes très heureux de ce que vous avez appris, c'est mettez un beau A. Si vous êtes, ce qui n'est pas un serpent, là, hein? Si vous êtes heureux de ce que vous avez appris, mettez un beau B. Puis si vous êtes vraiment content de vous en aller d'ici, ben mettez un C, puis regarde, on va vivre avec ça. OK? Il appelle ça la porte du bonheur. Là, on est prêt pour certains commentaires, certaines questions. Les informations au niveau du LinkedIn, ça, vous les avez à la fin. Si jamais vous désirez en entendre parler plus, puis qu'on vous accompagne, Luc et moi, ben, ça nous fera plaisir, en fin de compte, de voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là avec vous. Mais comme disait Luc, hein, oubliez rien que c'est une question de leadership, ça commence pas par nous, ça commence par vous. Fait qu'on est prêt pour vos questions. On va répondre à quelques questions, si vous voulez. Merci. Hey, super, merci beaucoup. Puis, dans le fond, là, pendant, on voit les A, les B, il y en a même qui ont des triple A. Ah, Donc, c'est parfait. Donc, vous pouvez continuer à répondre aux petits sondages. Dans le fond, il n'y a pas eu de questions vraiment. C'était plus des petits commentaires qui ont été nommés là, durant la rencontre. Il y en a qui ont dû quitter vers 13 heures là, probablement que l'heure du dîner. Donc, ils vous remercient. Vous pourrez prendre le temps de lire les commentaires. Donc, on voit, ça continue de rentrer les lettres. Donc, A, A, B, A, B, A, B. On n'a pas vu de C. Fait qu'à date, ils sont déjà partis. Ils sont déjà c'est partis. ça. Et il y a quelqu'un, il y a Elisabeth Martel qui dit, j'ai beaucoup aimé l'expérience concrète de la STM pour expliquer la théorie. Effectivement, c'est quelque chose que moi aussi j'avais noté là pour relever ça. C'est quelque chose qui est toujours plus facile d'avoir des images concrètes, des cas concrets, des faits vécus pour expliquer tout ça. Puis qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans notre day-to-day là, en bon français. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions qu'on peut prendre à main levée? Il reste encore peut-être 8 minutes. Est-ce qu'il y en a qui... Encore des double A, triple A. Merci J'ai vu un beaucoup. commentaire ici de Jacques Côté qui disait oh, un plan de récupération des bénéfices. Wow, il a raison parce que je peux dire qu'on ne voit pas ça souvent. Non, c'est Mais, ça, ça a mais c'est été... quelque part. Tu ne peux pas les livrer si tu ne les mesures pas. Oui, Ici, c'est effectivement, ça. effectivement. Ouais. Un beau commentaire. Oui, je pense que c'était pendant la démonstration justement du plan à cascade de Luc, là, que c'était bien. Mm. Puis ça aussi, c'est une belle façon, je trouve, d'imager. Tu sais, toujours les buts, des fois, sont très, très gros. Comment on peut leur décortiquer, là? Tu sais, un Mm. éléphant, ça se mange une bouchée à la fois, À là, la mais la fois. première C'est ça. bouchée, c'est laquelle, là? Tu sais, de Mm. pas se décourager devant la tâche non plus. Là où tu vas avoir un droit d'auteur, il y a quelqu'un qui a dit qu'il va voler ta phrase, que la culture mange la Bon, stratégie au petit mais je déjeuner. m'en fous parce que c'est la phrase de Peter Drucker, ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien qui lui fait mal, lui. On a Luc Marceau qui a levé la main. Luc, je t'invite à ouvrir ton micro. Oui, bonjour. Une question pour Monsieur Tremblay. Vous Oui. avez parlé beaucoup du changement, même si vous avez aussi dit qu'il y a plein de choses qui ne changent pas. La STM, c'est une organisation qui doit opérer à tous les jours. Euh, En gros, vous considérez qu'il y avait combien de votre temps qui était passé à gérer le changement versus gérer ce qui ne change pas, les opérations régulières? Ah, je vous dirais que c'est probablement 70% de mon temps qui était consacré à ça parce que, vous savez, la STM, j'ai dit tantôt, c'est 11 000 employés, puis c'est très, beaucoup d'ingénieurs. C'est plan A, plan B, plan C. Il arrive de quoi? On tombe sur le plan B. Le plan B fonctionne pas, on s'en va sur le C. Donc, c'est bien rodé. Puis, comme je disais tout à l'heure, la culture était vraiment, les gens triplent là-dedans. Fait que c'est pas là que j'étais utile, moi. Ces gens-là font un travail remarquable avec pas de moyens. D'ailleurs, je les salue, là. Ce sont des artisans incroyables. Le métro, il est bichonné malgré qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de maudite scène. Moi, ma job, c'était pas ça, là, ma job. Puis d'ailleurs, quand j'ai été nommé en 2014, les gens étaient bien, bien inquiets parce que c'était pas un ingénieur qui allait devenir dirigeant de la STM, c'était un comptable. Qu'est-ce qui va se passer là? On s'en va à l'abattoir, là, ça n'a comme pas de bon sens.
Mais moi, ma job, je l'ai dit tout à l'heure, être un gestionnaire, c'est une job en soi. C'est pas, t'as pas besoin d'être un excellent ingénieur, un excellent comptable, un excellent avocat. Faut que tu sois un bon gestionnaire. Puis c'est des qualités particulières de faire ça. Donc, si tu te mets à faire ce que les autres font déjà très bien, tu fais pas ton travail. C'est quoi ta valeur ajoutée dans l'entreprise? Fait que ma job, moi, c'était ça. J'avais beaucoup de politique à faire aussi. Évidemment, je l'ai expliqué le contexte tout à l'heure, là. Gérer ça, puis de faire le ménage, puis m'assurer que ma gang, c'était clair pour eux. J'avais tout un travail à faire, m'assurer que c'était démêlé en haut, défendre l'entreprise. Quand j'avais pris sur mes épaules aussi d'aller dans les médias, ce que mes prédécesseurs faisaient pas beaucoup. Donc c'était pratiquement tout ça, ma job, puis la stratégie, puis garder le cap, puis d'être l'agent de changement, puis m'assurer qu'on transformait la boîte. Mais c'est d'ouvrage à plein temps à faire ça. Le reste, bon, il y a des choses, on participe un peu, mais c'était pas moi qui décidais si le métro, un matin, il tournait à gauche ou il tournait à droite, là. On avait mis le plan, puis c'était de garder le plan. Et juste s'assurer que tous les 11 000 employés sont alignés là-dessus, mais on n'en parle pas souvent, mais gérer un conseil d'administration, c'est pas simple non plus, avec des élus. C'est de l'ouvrage à plein temps, faire ça. Toi, t'es pogné entre les deux, puis il faut que tu t'assures de faire l'arrimage. C'était ça mon travail en tant que tel. Donc, mes compétences en fiscalité, en finance, en comptabilité, j'ai mis ça dans ma boîte bien longtemps. Là, j'ai jamais utilisé ça. Il y avait des gens très, très bien placés pour faire ça. Puis je termine là-dessus. Ça a été longtemps une erreur à la STM. Les GSL, pour les gestionnaires, font en sorte qu'à un moment donné, le salaire plafonne. Et si vous voulez continuer à progresser, bien, vous devez devenir gestionnaire, vous devez continuer à monter. Et là, on faisait des erreurs parce qu'on aimait des super spécialistes comme gestionnaires. Et ça, c'est la pire chose à faire, à mon sens. On n'avait pas des vrais gestionnaires qui ont les qualités pour faire ça. Et puis, nommer un bon comptable, ça ne veut pas dire que ça va faire un bon gestionnaire pour autant. Alors, moi, j'ai appris ça assez tôt. On a fait des gros changements. J'ai sauté par-dessus tantôt, mais c'était dans la présentation. Donc, une histoire courte, là, c'est un bon 70 de mon travail de mon temps qui était dédié à faire ça. Merci. Très bonne question. Merci pour la question. Il n'y a pas d'autres mains levées. Est-ce qu'il y en a qui veulent, ou s'ils sont gênés, vous pouvez l'écrire dans le chat aussi. Il y a Chantal Huard qui remercie pour le discours en mode action. Nous avons besoin de cette philosophie dans notre société, effectivement, de passer à l'action, de se relever les manches, puis de pas juste, c'est pas toujours des belles paroles, là, faut mettre ça en pratique. Parce que c'est un peu ce qu'on retient de votre discours aussi, là, de ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus, puis de faire les choses autrement. Il y en a, je vois pas d'autres mains levées. C'est bon, Claude, on avait l'air, semble-t-il, je regarde les commentaires, on avait l'air alignés, toi et moi. Donc, au moins, Oui, on c'est est mis bon, en c'est sûr. pratique ce qu'on a prêché. Ben oui, c'est ça. Mais Tout c'est à certain. fait, c'est bien. Effectivement, oui. Non, mais t'es chanceux de rencontrer quelqu'un comme lui, parce que je peux vous dire bien franchement, au départ, lorsqu'on me dit que la personne avec qui je travaillais, allait être remplacée par Luc, je me suis opposé. Je me Ah, suis OK, opposé, OK. oui, parce que je voyais juste le comptable en lui, mais je ne le connaissais pas. Parce que c'était un vrai leader. Un vrai leader, puis c'est ça. Regardez, moi, j'ai laissé. Je suis un ingénieur, mais regarde, je porte pas mon anneau parce que c'est pas tout ce que j'ai appris. Tout ça discute. J'ai pas appris ça comme ingénieur. Faites mon MBA aussi, j'ai pas appris ça non plus. J'ai des lunettes de sociologue. Hein. Je l'ai appris sur le tas, mais j'ai appris au bout de la ligne parce que t'as pas le choix de l'apprendre. Tu sais. Puis au niveau qu'on parle justement de la mesure dans l'action, dans le fond, c'est le lean, ça, le lean management. Comment devient-on lean? C'est en le faisant. Donc, dans le fond, le lean mesure juste à un endroit. Il mesure à la sortie de l'usine. Donc, la vraie mesure de la STM, là, c'est pas toutes les belles paroles que les gens disent, c'est ce qui sort. Donc, c'est juste l'action, en fin de compte, qui apporte les résultats, pas d'autre chose. Avec, Luc, c'est quelqu'un dans l'action. Ben, je pense que vous avez l'air d'être une belle équipe, effectivement. Mm. Il n'y a pas d'autres mains levées, donc peut-être j'en profiterai. Je pense que je vais faire la porte-parole de tout le monde. Merci beaucoup pour la présentation. Merci Merci pour Merci à votre beaucoup. vous. expertise. J'invite les gens à 16 heures. C'est la conférence de Maxime Dumais sur la résilience au service du développement des compétences et des projets. Donc, si ça vous interpelle, vous pourrez vous joindre à nous. Et bon, les gens continuent. Merci beaucoup. Je vous laisse les remercier dans le chat. Merci, bon duo. Donc, les gens pourront
faire leur remerciement. Je vous Et c'est garde deux la choses belle que je vous ai promis. Oui. Deux choses que je vous ai promis. Je vais vous envoyer l'article. Je vais l'envoyer à Mme Pasco. C'est l'article qui est un peu un résumé de tout ça, mais en forme littéraire, si vous voulez. Vous avez déjà la présentation. Puis on va envoyer aussi la petite mesure, le petit fichier XLS là, que vous donnerez aux gens qui ont participé, tout simplement, là, pour pouvoir s'auto-évaluer par rapport à tout ça. Parfait, ce sera fait. Merci beaucoup. Merci de la générosité. Merci à tout le monde d'avoir été là. Toujours très intéressant. Donc, je vous garde quelques minutes conférencier. Parfait. Puis, merci Parfait. beaucoup tout le monde. Bonne Merci journée. tout le Merci monde tout le d'avoir été monde. là. Merci Merci. beaucoup. Merci.